Laurence, je suis diététicien nutritionniste et donc je suis au départ, moi, rattaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai en fait une expérience en nutrition clinique au départ que j'ai donc déclinée et développée via en tout cas le sport et plus précisément l'athlétisme en étant passé cependant pendant 14 années auprès de l'Opéra national de Paris et donc des danseurs de l'opéra. Voilà, donc la fédération m'a sollicité il y a à peu près un an et demi maintenant pour, en tout cas, que je puisse me mettre à disposition totalement auprès donc des équipes de France d'athlétisme. Et ce, donc, dans un premier temps, c'était en vue de la préparation aux Jeux Olympiques. Voilà, je suis encore donc présent. C'est le souhait de la fédération que de continuer en tout cas le travail que nous avons initié, sachant que, comme vous l'imaginez bien, la nutrition et le fait en tout cas d'apporter des modifications dans les stratégies nutritionnelles des athlètes, bah, c'est forcément un travail, on va dire, de longue haleine qu'il va falloir en tout cas répéter et répéter à plusieurs reprises. Et donc, c'est ce qui justifie voilà, que je suis encore présent. En tout cas, bon, je suis très content d'être parmi vous. Merci Laurence pour l'invitation. Et puis aujourd'hui, donc Laurence m'a sollicité afin d'aborder un sujet assez important, voire primordial, et vous allez pouvoir le découvrir, qui est celui, en tout cas, relatif aux stratégies nutritionnelles péricompétitives. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Laurence, pour Oui, c'est toi? pas très bon. Nickel. Parfait. L'idée, c'est que donc il est prévu qu'on passe 2 petites heures ensemble. Euh, je vais donc dans un premier temps vous faire un peu la présentation, bon, qui va s'avérer un peu descendante forcément. Mais au-delà de celle-ci, l'objectif, c'est en tout cas voilà, de se donner un temps d'échange. Pour moi, voilà, une formation réussie, c'est celle qui va permettre à chacun de repartir avec le maximum de réponses à ces questions. Donc, on va s'octroyer un temps certain de questions avec, et je l'espère, des réponses à celles-ci. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, le sujet du jour, c'est donc tout ce qui est stratégie nutritionnelle péricompétitive. Et on va donc commencer par le début, si j'arrive à passer ma diapo. Voilà. Par cette fameuse, vous voyez, pyramide alimentaire de la performance sportive. Ça, c'est quelque chose qui est très important et que je présente très régulièrement à l'ensemble des athlètes et ce, toutes disciplines confondues. Vous avez de part et d'autre 2 pyramides, l'une à l'endroit et l'autre inversée, si je peux dire. On va commencer plus précisément par la pyramide inversée que vous avez donc sur votre gauche. Vous voyez que cette pyramide, en fait, elle est faite de 3 strates, on va dire. L'une qui concerne en haut la notion de supplements, donc en anglais qui veut dire complément nutritionnel. La seconde qui concerne la notion de sports nutrition et plus précisément ce que l'on va d'ailleurs aborder ce soir, à savoir cette notion d'alimentation péricompétitive. Et enfin, la troisième et dernière strate qui concerne cette notion de balance diet, plus précisément d'équilibre alimentaire. Alors, comme vous pouvez le distinguer sur la gauche, en fait, bah, c'est la pyramide en fait qui, on va dire, qui est le reflet et l'image de beaucoup d'athlètes et d'entraîneurs qui pensent en fait tout simplement que la performance sportive en ce qui concerne la nutrition, eh bien, elle commence avant toute chose par la prise de compléments nutritionnels. On voit ensuite, donc, on va dire à égale quantité que la notion de l'alimentation péricompétitive, donc qui est la seconde strate, eh bien, est la seconde, en tout cas, notion importante dans la performance, et que la dernière, en fait, pour ces personnes-là qui sont majoritairement, on va dire, mal informées ou qui ont été mal éduquées, bref, bien, ils pensent que, voilà, que la performance, elle va d'abord commencer
par la prise de compléments nutritionnels et que celle-ci, en fait, aura comme propriété, somme toute, de venir gommer ce qui n'est pas fait en amont, c'est-à-dire de façon quotidienne par une alimentation équilibrée. Et vous avez à droite la pyramide qui correspond bel et bien, en tout cas, à la performance athlétique, qui a été mise en évidence donc par tout un ensemble d'études. Et cette pyramide, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la performance sportive, en ce qui concerne l'alimentation, eh bien, c'est quelque chose qui va se construire au quotidien. Et on voit bien que ce quotidien-là va contribuer à 75% en tout cas de la performance athlétique. Et on voit ensuite que la notion d'alimentation péricompétitive va via l'utilisation de compléments diététiques de l'effort ou de produits de diététique de l'effort dont on va discuter ensemble, eh bien c'est quand même 20%. Et puis cette notion de complément nutritionnel, on sera donc sur voilà, un apport en tout cas relatif de 5%. Donc ça, c'est quand même important. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que l'équipe de France d'athlétisme, alors bon, elle est complètement, pas complètement inversée, hein, notre pyramide, mais on a plutôt une pyramide, on va dire, rectangulaire. Tout ça pour dire qu'il y a encore du travail de façon à trouver une pyramide en bonne et nue forme. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va aborder ces 20%, donc au niveau de la pyramide alimentaire de la performance sportive, concernant, comme je vous l'ai dit en amont, donc cette notion d'alimentation péricompétitive. Alors, alimentation péricompétitive, on entend quoi par péricompétitive? C'est ce qui va se passer avant, pendant et après. Alors, avant une compétition, ou d'ailleurs, et on peut tout à fait parler également d'entraînement, hein, on va avoir comme objectif, en tout cas sur le plan nutritionnel, d'une part d'être bien hydraté. On sait que l'hydratation, et plus précisément la déshydratation, très rapidement va engendrer au bas mot une baisse, en tout cas, du rendement physique de 10%. Hein. Tout ça pour dire que être bien hydraté, c'est déjà la première pierre à l'édifice, si je peux dire. Dans un second temps, l'objectif concernera le fait d'optimiser ces stocks en glycogène, le glycogène étant la forme de stockage du glucose et le glucose, par définition, étant la source, en tout cas, prioritaire énergétique de l'organisme. D'où l'importance en amont, en tout cas, de mettre en place une stratégie visant à majorer cet apport glucidique. Et enfin, s'assurer aussi d'un bon confort digestif. On sait que l'approche d'une compétition, en fait, engendre un phénomène qu'on appelle le stress. Et on sait que le stress va avoir, en tout cas physiologiquement, un impact plutôt délétère au niveau du tube digestif. D'où l'importance justement d'adapter, d'où l'importance dès la présence ou dès l'apparition de ces symptômes, eh bien, de mettre en place une alimentation adaptée visant justement à diminuer les effets délétères du stress en lien avec l'approche de la compétition. On parlera ainsi de ration d'attente. Alors, pendant la compétition, l'objectif sera toujours, bien sûr, de conserver une bonne hydratation et puis d'éviter d'être à court de carburant en évitant un déficit énergétique. On parlera ainsi de ration d'effort. Alors, sur cette partie, pour en avoir au préalable parlé avec Laurence, il est évident qu'il existe énormément de stratégies pendant l'effort. Pourquoi? Parce qu'elles vont tout simplement différer du type de discipline. Donc, il est évident qu'il y aura des stratégies spécifiques au marathon. Donc, je vous montrerai un peu la stratégie qu'on avait notamment définie pour le marathon de Paris. Une stratégie aussi spécifique aux épreuves combinées, par exemple. Alors maintenant, sachez qu'on peut aller très loin, hein, dans le sens où on peut parler aussi de stratégie en montagne, en trail. Bon, malheureusement, ce n'est pas le temps qui nous est aujourd'hui euh, proposé qui me permettra de vous présenter l'ensemble des différents types de stratégies, mais c'est quelque chose que l'on pourra en tout cas aborder ultérieurement via d'autres présentations. Et enfin, on va parler donc de l'après. L'après, il est important dans le sens où l'alimentation, en tout cas, va avoir pour objectif non seulement de réhydrater l'organisme, on sait qu'un organisme qui a subi et ou réalisé un effort physique est forcément par définition légèrement, voire très déshydraté, de désacidifier aussi l'organisme,
Désacidifier, j'entends par là que physiologiquement, on sait que l'effort va générer tout un ensemble de déchets métaboliques, l'acide lactique pour ne pas le nommer, qui vont être à l'origine forcément d'une augmentation du pH, enfin d'une diminution plus précisément du pH de l'organisme, et donc d'une acidification de celui-ci. Et l'important sera bien évidemment d'essayer d'alcaliniser cet organisme de façon à ce qu'il puisse se régénérer dans les meilleures conditions possibles. Il conviendra également de régénérer son stock énergétique et donc son stock en glycogène. Et de plus, en fonction du type d'épreuve et du type d'effort réalisé, eh bien de réparer ses fibres musculaires via ce que l'on appelle donc une ration de récupération. Alors, ici, je vais vous présenter dans un premier temps, vous voyez, des objectifs et des stratégies nutritionnelles avant l'épreuve, qui sont notamment, alors, des stratégies, on va dire, spécifiques à des disciplines relativement longues, relativement énergétiques, qui vont, comme vous pouvez le voir au point 2, nécessiter justement en amont un entraînement du tube digestif de façon à ce que celui-ci soit en capacité de pouvoir justement eh bien, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, être en capacité en tout cas de gérer un apport glucidique massif, on peut dire, par rapport à la durée de l'effort. Alors, il est évident que quelle que soit la stratégie, quel que soit le type d'effort, il est toujours important de tester en amont celle-ci de façon justement à ne pas être surpris et donc surpris, mais bon, négativement pendant l'épreuve. Donc c'est toujours important d'essayer de tester ces stratégies, encore une fois, avant le jour J. Comme je vous l'ai dit en deuxième intention, c'est vrai qu'on a beaucoup d'habitude d'entendre parler d'entraînement. Alors d'entraînement et par défaut, on parle plutôt d'un entraînement physique, parfois d'un entraînement aussi mental, via une préparation mentale éventuellement. Et puis, on parle très rarement d'entraînement du tube digestif. Ça, je pense que c'est une notion qui est importante et en tout cas que l'on essaie aujourd'hui d'intégrer au sein de nos équipes de France quant au fait voilà, d'entraîner le tube digestif à être en capacité eh bien, d'absorber et de tolérer des apports glucidiques massifs ou importants en tout cas. L'objectif sera aussi de potentialiser sa tolérance digestive. Alors, c'est vrai qu'en guise de petites astuces, eh bien, nos marathoniens ont fait en sorte de pratiquer en tout cas une cure de probiotiques, alors généralement un mois avant l'épreuve, parce que même si ceux-ci, à l'occasion de leur préparation, ont entraîné également le tube digestif, encore une fois, la notion de stress à l'approche de l'épreuve et le jour J va être un vecteur, en tout cas, de modification du bon fonctionnement du tube digestif. Pareil, hein, avant la compétition, comme je vous l'ai dit déjà, il conviendra en tout cas de saturer ses réserves glycogéniques avec l'utilisation aujourd'hui de boissons d'attente que l'on peut retrouver un peu partout à base de maltodextrine et donc avant l'épreuve. C'est vrai qu'on a pour habitude de parler du fait d'augmenter ses apports glucidiques 3 jours avant via le fait de majorer, on va dire, ses quantités hein, en féculents notamment, qui sont les principales sources de glucides. Alors, ce n'est pas tout à fait facile à faire. Pourquoi? Parce que majorer ses quantités peut être à l'origine d'un inconfort digestif de troubles du transit également. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne pas modifier ses habitudes, mais en contrepartie, ajouter à sa ration quotidienne une boisson qui non seulement va vous hydrater et qui d'autre part va être une source de sucre, comme la maltodextrine, eh bien, à mon sens, reste en tout cas une stratégie assez pertinente. S'assurer également d'un bon confort digestif avec la mise en place donc d'une alimentation dite d'épargne digestive que je vous présenterai juste après cette diapositive. Et enfin, se sevrer idéalement de caféine, en tout cas si vous êtes buveur de café avant l'épreuve, de façon à reprendre du café le jour J et ainsi à augmenter sa sensibilité. Parce que comme vous pouvez le voir, lorsqu'on va parler de compléments nutritionnels à l'effort, eh bien, vous verrez que la caféine, et je vous montrerai
un petit récapitulatif d'études scientifiques, on voit aujourd'hui que la caféine, c'est un complément qui est quand même très souvent utilisé, et ce d'ailleurs, quel que soit le type d'épreuve et donc d'effort. Alors, l'alimentation des parts digestives avant une compétition, elle va avoir comme caractéristique déjà de proposer une alimentation peu fermentescible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fermente majoritairement euh, en guise d'aliment, bah, c'est plus précisément tout ce qui est fibre alimentaire. Donc, on va de ce fait opter pour une alimentation pauvre en fibres et qui aura aussi et qui peut aussi porter le nom de pauvre en résidus. Les fibres alimentaires, c'est tout ce que l'on va retrouver majoritairement dans les fruits et dans les légumes. Alors, il n'est pas question de les mettre complètement de côté, il est juste question de choisir les fibres les moins fermentescibles possibles de façon à assurer un bon confort digestif. D'autre part, on va opter aussi pour une alimentation facilement digestible avec, je rajouterai, une notion fondamentale qui est celle ayant de plus un temps de digestion pas trop important. Aujourd'hui, à titre indicatif, et je pense que vous avez tous communiqué sur ce sujet-là auprès de vos athlètes, ou c'est peut-être quelque chose que vous mettez vous-même en place, eh bien, vous allez observer généralement un temps de latence, on va dire, entre la fin du repas et le début de votre épreuve, voire le début de votre échauffement, de 3 à 4 heures, de façon justement à éviter d'être en pleine digestion, et ce, dès le début de votre épreuve ou de votre échauffement, pour la simple et bonne raison, et à juste titre d'ailleurs, que la digestion est un phénomène qui physiologiquement va mobiliser jusqu'à 15% d'énergie. Donc ces 15%, bah, c'est forcément de l'énergie qui ne sera pas donc disponible pour les muscles et pour tout le système et l'appareil cardiovasculaire. D'où l'importance en effet eh bien de faire en sorte de ne pas débuter son échauffement, et j'insiste, l'échauffement en pleine digestion, de façon justement à être à 100% de son rendement physique. Alors, vous allez me dire, oui, ben moi, parfois, en effet, j'observe 3 heures, mais cependant, je sens que je suis encore en pleine digestion au moment de mon effort. Certes, et c'est tout à fait possible dans le sens où le temps de digestion, en fait, va varier d'un aliment à l'autre. C'est pour ça que, et vous le verrez, cette alimentation que je vais vous proposer, ce type d'alimentation que je vais vous proposer, a comme caractéristique de proposer des aliments dont le temps de digestion ne va pas excéder 3 à 4 heures. À titre indicatif, une compote va se digérer en 30 minutes à peu près, versus une matière à cuite ou des frites, par exemple, qui vont demander 6 à 8 heures de temps de digestion. Et enfin, la dernière caractéristique nutritionnelle de cette alimentation sera aussi d'être équilibrée, parce qu'on peut mettre de côté certains types d'aliments et en proposer d'autres, avec pour objectif justement de ne pas engendrer de déséquilibre alimentaire à l'approche de la compétition. Alors, vous avez ici donc les caractéristiques de cette alimentation des pentes digestives. Alors, combien de temps je vais vous conseiller, en tout cas, de le mettre en place avant la compétition? Eh bien, je vais vous dire, tout dépend de vos symptômes, en tout cas, en lien avec la notion de stress. Si vous commencez de suite à sentir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nutrition, on a souvent tendance à dire que le tube digestif, c'est un peu le second cerveau de l'organisme. Et je pense que vous en avez fait vous-même l'expérience, que dès que vous êtes stressé, eh bien, vous observez des modifications au niveau du tube digestif. Et je dirais que c'est à ce moment-là, et très précisément à ce moment-là, qu'il conviendra donc de suite de mettre en place ce type d'alimentation en limitant donc les aliments qui sont à votre gauche et en privilégiant ceux qui sont à votre droite. Alors, je ne vais pas tous les énumérer parce que on n'a pas trop le temps, et je préfère insister sur d'autres aspects, mais en tout cas, je communiquerai cette présentation à Laurence de façon à ce qu'elle puisse vous la diffuser et que vous puissiez ainsi avoir le temps, à tête reposée, de voir très précisément les caractéristiques de ce type d'alimentation. Cependant, là où je tiens à retenir votre attention, c'est sur cette notion, vous voyez, en bas, quand on prend la notion de matière grasse, eh bien, vous voyez que tout ce qui est matière grasse cuite, sauce et fritures seront à limiter. Comme je vous l'ai dit en préambule, de façon à ne pas vous retrouver en pleine digestion au moment de votre échauffement. On optera également, comme vous pouvez le voir, pour des fruits, mais majoritairement bien mûrs ou en compote, à savoir qui ont déjà la propriété d'être beaucoup mieux tolérés au niveau digestif. Également, vous voyez qu'on va opter pour des viandes et des poissons plutôt maigres, à savoir pauvres en matière grasse, qui de ce fait auront un temps de digestion également moins important.
Et enfin, plutôt pour des cuidités que pour des crudités. D'accord? Les crudités étant parfois source, on va dire, alimentaire de fibres très fermentescibles. D'où l'importance, en tout cas, de les limiter. Vous avez ici, et encore une fois, je vous invite à le regarder donc par la suite, un exemple, en tout cas une proposition, si je peux dire, de répartition journalière avec, comme vous pouvez le voir, le petit déjeuner, le déjeuner et puis la mise en place éventuelle d'une collation qui va donc reprendre pour chaque repas eh bien, les principales, on va dire, catégories d'aliments à retrouver avec les préconisations telles que j'ai pu vous les faire euh, à l'occasion donc de la présentation de l'alimentation d'épargne digestive. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on a parlé de ce qu'il est conseillé, on va dire, de faire avant, et là, on arrive le jour J. Alors, le jour J, on va avoir, on va dire, deux possibilités. Soit l'épreuve, eh bien, se passe dans la matinée, et dans le cas contraire, je vous montrerai après cette slide, donc, si celle-ci se déroule l'après-midi. Alors, si celle-ci se déroule la matinée, ben, il est évident que le dernier repas, en tout cas, qui sera réalisé, sera en tout cas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, par définition, dans 90% des cas, il est, on va dire, moins énergétique qu'un autre repas tel que le déjeuner. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, on prend le petit déjeuner et vous voyez qu'on va observer un temps de latence, vous voyez, de 3 heures entre donc la fin du petit déjeuner et le début de l'échauffement. Cependant, les recommandations aujourd'hui nous précisent, et donc j'ai essayé de formaliser ces recommandations par justement ces protocoles que je suis en train de vous présenter et qui sont ceux de plus avec lesquels on travaille auprès des équipes, avec les équipes de France. Eh bien, il conviendra 2 heures après le petit déjeuner, eh bien, de reprendre en tout cas et de recommencer à avoir de se resucrer, si je peux dire, en ayant donc de nouveau un apport glucidique recommandé qui devra se situer aux alentours de 0,5 à 1 gramme donc, de glucides par kilo. Alors, à juste titre, vous pouvez me faire part que bon, ça va du simple au double. C'est pas faux. Pour la simple et bonne raison que, on va dire que si l'épreuve est à dominante très énergétique, c'est-à-dire à partir, on va dire, du 5000 mètres, à partir donc d'épreuves de fond et au-delà, eh bien, le resucrage se fera avec une recommandation d'1 gramme de glucides par kilo de poids. Si les épreuves sont inférieures à 5000 mètres, à savoir tous les sprinteurs notamment, ou sauteurs, ou coureurs de 400 ou de 800 mètres ou de 1500 mètres, où somme toute l'épreuve est relativement, on va dire, courte en termes d'effort, eh bien, on sera plutôt sur un apport glucidique recommandé de 0,5 grammes donc, de glucides par kilo de poids. Vous voyez que en bleu, l'apport hydrique recommandé, donc lui sera en tout cas permanent, d'accord, que ce soit, enfin, et ce dès la fin du petit déjeuner. Alors pour répondre à cette recommandation, j'ai donc proposé, vous voyez, deux types de rations, une ration glucidique solide et une autre liquide. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que beaucoup d'athlètes, avec le stress, en fait, sont dans l'incapacité de pouvoir s'alimenter via une ration, en tout cas, d'attente solide. C'est la raison pour laquelle je propose également donc un exemple de ration glucidique liquide qui va donc se faire la plupart du temps par l'utilisation de boissons énergétiques d'effort. Alors, j'en ai testé plusieurs, bien sûr, et aujourd'hui, en moyenne, une cuillère à soupe de poudre de boisson à reconstituer contient à peu près 12 grammes de glucides. Donc, chacun et chacune connaît son poids de corps et donc son besoin, en tout cas, en glucides avant l'épreuve et pourra ainsi adapter très précisément, en tout cas, sa posologie, que ce soit tant au niveau, enfin, tant si celui-ci choisit une ration glucidique solide. Donc, j'ai ici, vous voyez, donné des exemples, en tout cas, de rations d'attente avec de plus leur composition glucidique de façon, voilà, à adapter au mieux l'apport glucidique avant l'épreuve. En rouge, j'ai repris un peu des éléments que vous retrouverez de toute manière dans cette notion d'alimentation d'épargne digestive, avec le fait d'éviter notamment les boissons énergisantes,
hein, à différencier des boissons énergétiques. Hein, les boissons énergisantes, allez, pour ne pas la nommer, la Red Bull notamment, les produits laitiers au lait entier, mais que vous retrouvez également comme à limiter, ainsi que les fruits à coque et les graines dans l'alimentation d'épargne digestive. C'est vrai que beaucoup d'athlètes vont avoir, on va dire, dans leur sac, en guise de ration d'attente, vous voyez, des amandes, des cacahuètes, à savoir des oléagineux qui ont comme caractéristique nutritionnelle d'être quand même à 40% faits de matière grasse, ce qui veut dire qu'ils vont solliciter énormément la fonction digestive qui, bah, de ce fait, va mobiliser aussi beaucoup d'énergie à des fins donc de les dégrader. D'où l'importance en tout cas de les éviter en tout cas avant l'épreuve. Alors après, autre cas de figure, l'épreuve est dans l'après-midi. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que je viens de vous montrer. La seule étant que entre observer un temps de latence entre la fin du repas de 3 heures pour le petit déjeuner, et bien ici on veillera à observer à peu près un temps de latence plus de 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on considère que majoritairement, le déjeuner est généralement plus énergétique et donc va nécessiter un temps de digestion plus important que celui du petit déjeuner. Cependant, comme vous pouvez le voir, la recommandation en termes d'apport glucidique sera identique, hein, de 0,5 à 1 gramme par kilo, avec voilà, la possibilité d'une ration glucidique solide ou liquide en fonction donc, du choix du sportif, tout simplement. Donc, je ne vais pas aller, voilà, je vais pas prendre plus de temps. Alors, ici, on rentre un peu voilà, dans le vif du sujet. Alors, je vous ai uniquement mis 2 exemples d'apport, en tout cas glucidique, à l'effort, à savoir de ravitaillement. Encore une fois, cette notion de ravitaillement, il est évident que il existe bien sûr des recommandations sur ce sujet-là, mais elles vont aussi être très, on va dire, personnalisées et de plus dépendantes du temps d'effort et de l'intensité de celui-ci. Et je dirais même plus des conditions aussi environnementales dans lesquelles vont se dérouler la compétition. Alors ici, c'est très précisément, vous avez le ravitaillement ici qui a été réalisé à l'occasion donc du marathon des Jeux Olympiques de Paris. L'objectif, comme vous pouvez le voir, était d'avoir un apport glucidique de 60 à 80 grammes de glucides par heure, avec par heure également un apport glucidique aux alentours des, pardon, hydrique aux alentours des 800 ml, le tout par apport de 200 ml par ravitaillement. Et alors, vous voyez, c'est très, là encore une fois, vous voyez jusqu'où on va dans l'optimisation. 200 ml, en fait, ça correspond à peu près à 4 à 5 gorgées. Ça, c'est important, dans le sens où 4 à 5 gorgées, c'est très précisément ce que l'estomac est en capacité de pouvoir tolérer en termes d'apport volumique à l'effort. C'est pour ça que ces 4 à 5 gorgées, alors certaines personnes, on va dire de petits gabarits, et notamment marathoniennes en l'occurrence, elles vont plutôt être aux alentours des 150 ml pour avoir 4 à 5 gorgées. Alors, c'est pas grave, on adaptera forcément le volume, mais il est évident que si on diminue le volume, on va devoir par ailleurs augmenter la concentration glucidique par ravitaillement et ainsi forcément prendre le risque d'avoir ce que l'on appelle une solution hypertonique. Hypertonique, c'est une solution dont la concentration, en fait, en glucides et dont la concentration en elle-même est supérieure à la concentration interne de l'organisme, ce qui peut engendrer eh bien, des troubles digestifs d'autant plus fréquents à l'effort que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en temps normal, au repos, notre tube digestif va mobiliser à peu près 10% du flux sanguin. Ces 10% eh bien, se voient diminuer aux alentours de 2% à l'effort. Ce qui veut dire que 2% à l'effort, ça sous-entend qu'on a un tube digestif qui, à l'effort, est très très peu irrigué. Et donc, on peut le considérer même comme semi-fonctionnel. D'où l'importance, en amont, encore une fois, de l'entraîner à être en capacité de pouvoir tolérer des apports glucidiques importants sans troubles digestifs, d'accord? Notamment d'hyperglycémie réactionnelle ou de syndrome diarrhéique ou de crampes gastriques. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, encore une fois, hein, et je vais également vous montrer un second qui est
celui sur lequel on a travaillé avec les épreuves combinées. Et donc, vous voyez ici que sur une journée donc, de 8 heures d'épreuve, eh bien, on va également faire la proposition de rations solides, voire liquides, par l'intermédiaire soit en effet de rations solides, comme je vous les ai présentés, ou liquides via l'utilisation de boissons énergétiques. Et vous voyez que en fonction de la température extérieure, eh bien, les objectifs en termes d'apport glucidique vont différer, non seulement d'apport glucidique, mais aussi d'apport hydrique, bien évidemment. Il est évident que plus il fait chaud, plus il sera recommandé donc de s'hydrater. Et vous voyez qu'en fonction, en tout cas, des horaires des épreuves, eh bien, il va parfois être difficile de pouvoir intégrer un repas complet à l'occasion d'une journée d'épreuve combinée. Eh bien, c'est pas grave. On fera en sorte, en tout cas, que puisse, on va dire, à chaque heure, avoir un apport glucidique adapté, encore une fois, à son poids de corps et à tout ce qui sera environnemental et notamment conditions atmosphériques. Alors là, je vous montre encore une fois très rapidement deux exemples de ration d'effort et on va à présent passer à une autre notion fondamentale qui est celle de la ration post-effort, alors que ce Bah, soit à la... juste, Oui, je t'interromps. Il y avait une question par rapport à la température et qu'elle te pardon. demandait justement les boissons chaudes comme le thé. Est-ce que c'est déconseillé, conseillé? Qu'est-ce que tu penses, voilà, de... Alors, aujourd'hui, en tout cas, à l'effort, ce que l'on sait, c'est que voilà, la recommandation scientifique qui émane quand même de plusieurs études met en avant que la température de boisson idéale doit se situer entre 10 à 15 degrés. C'est ce que, voilà, c'est idéal, j'entends par là que l'organisme sera le plus à même donc, de tolérer avec et qui forcément aura un impact sur la vidange gastrique et sur le brassage gastrique de façon à éviter, on va dire, un choc thermique entre ce qui va arriver du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Donc on conseille aujourd'hui justement, et on travaille beaucoup là-dessus parce que c'est pas toujours facile d'avoir justement une température de boisson aux alentours de 10 à 15 degrés en fonction de l'endroit où on se situe et de tout ce qui est stratégie et logistique de ravitaillement. C'est cependant, en tout cas, le conseil que je vous donnerai. Donc, si en effet la personne opte pour une boisson chaude, ben, malheureusement, idéalement, celle-ci devra se. Alors, ça peut être du thé à 10 à 15 degrés, moi, ça ne me dérange pas, ou même du café, je veux dire, peu importe, mais en tout cas, je conseillerais cette température. On pourra y revenir à l'occasion des questions, si vous le souhaitez. Alors, on va voilà, aborder maintenant donc, cette notion, comme je vous l'ai dit, donc, de ration post-effort. Post-effort, encore une fois, qui fait suite soit à une compétition ou alors à un entraînement important. Et plus précisément, vous parlez de fenêtre métabolique. Ça, c'est quand même une notion qui est fondamentale aujourd'hui, d'autant plus dans le sport de haut niveau. Mais pourquoi seulement le sport de haut niveau? Bah, moi, je ne vois pas d'inconvénient, au contraire, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas, cette stratégie nutritionnelle post-effort, elle va vous permettre, et elle va permettre en tout cas à l'organisme eh bien, de diminuer son temps de récupération à peu près de 48 heures à 72 heures. De 48 à 72 heures, donc de 2 à 3 jours. En quoi consiste-t-elle? En fait, l'objectif d'une ration post-effort, dans le cadre de la fenêtre métabolique. Déjà, je vous fais juste un bref rappel physiologique. Il faut savoir que l'organisme, à la suite donc d'un entraînement ou d'une épreuve, encore une fois, eh bien, physiologiquement, se trouve dans un état où il va être le plus à même de se régénérer et plus précisément le plus à même d'absorber tout ce que vous allez, en tout cas, lui donner. Et ce, dans les 2 heures qui vont suivre l'arrêt de l'effort. C'est-à-dire que c'est dans ces 2 heures qu'il sera le plus à même de se réhydrater, de se désacidifier, de se resucrer, si je peux dire, et également d'absorber les protéines nécessaires à la réparation des fibres musculaires qui auront été lésées à l'occasion donc de l'activité physique.
Donc, c'est la raison pour laquelle, très souvent, on peut voir maintenant des athlètes qui, voilà, une fois la ligne d'arrivée passée, eh bien, vont très rapidement avoir ce qu'on appelle, vous voyez, ces fameux shakers de protéines qui vont non seulement contenir des protéines, mais aussi des glucides éventuellement, voire toujours, parce que bah, pour absorber 1 gramme de protéines, il faut généralement 3 grammes de glucides, d'où l'importance de combiner de façon systématique un apport glucidique, protéinique et hydrique de plus. Alors, quel type de stratégie on peut proposer à nos athlètes ou à nos sportifs? Eh bien, donc, vous voyez que dans les 2 heures, il va convenir d'avoir un apport glucidique aux alentours de 1 gramme donc, de glucides par kilo de poids, un apport protéique de 0,3 g de protéines par kilo de poids et un apport hydrique se situant à 10 à 15 millilitres par kilo de poids et par heure. Vous voyez, on est quand même sur des recommandations qui sont relativement ciblées, relativement précises et encore une fois qui émanent voilà, de beaucoup d'études aujourd'hui qui vont donc ainsi nous permettre tout simplement eh bien, de matérialiser ainsi en pratique et de mettre en place voilà, une ration donc, de récupération. Alors, je vais vous proposer 3 stratégies différentes. La première consiste à utiliser, vous voyez, une ration, en tout cas, d'effort, post-effort solide, à base donc de barres de céréales hyperprotidiques. OK. Donc, et là, j'insiste, hein, généralement, quand on parle de barres de céréales, vous voyez qu'en amont, avant la compétition, je vous ai parlé de barres de céréales, mais qui avaient la propriété uniquement de contenir que des glucides. Les protéines, généralement, c'est toujours sur le post-effort, voire pendant l'effort, à condition que celui-ci soit supérieur à 3 heures de temps d'effort continu. Mais on pourra y revenir à l'occasion des questions. Donc, première proposition, en tout cas, de stratégie nutritionnelle, je prends une barre hyperprotéinée. Généralement, une barre de céréales hyperprot contient, on va dire, 10 grammes de protéines, je veux dire en moyenne. Vous en avez cependant qui en contiennent 15 grammes. Cet apport protéinique, vous verrez que l'apport glucidique de la barre que vous allez prendre, inévitable, enfin, ne répondra pas à la recommandation d'apport glucidique aux alentours d'1 gramme. Il conviendra de ce fait donc de compléter l'apport glucidique, soit par une ration glucidique, on va dire solide, complémentaire, tels que vous pouvez les voir ici, ou alors de compléter tout simplement avec aussi une boisson énergétique. Du moment qu'on a suffisamment de protéines, ce qu'il faut, c'est compléter avec l'apport glucidique. Autre proposition, aujourd'hui, vous avez dans le marché, et ce, toute marque d'ailleurs le propose, des boissons de récupération. Alors, si vous vous intéressez en tout cas à la composition de celle-ci, eh bien, vous verrez que, outre le fait de contenir des glucides, eh bien, elles contiennent également des protéines. Alors là, par contre, où je ne suis pas trop d'accord avec leur stratégie, c'est qu'elles vont vous proposer une posologie, mais vous verrez que cette posologie, à aucun moment, en tout cas, ne dépendra de votre poids de corps. Or, encore une fois, l'apport glucidique et protéique est dépendant de votre poids de corps, avec donc selon les recommandations que je vous ai présentées en amont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fenêtre métabolique, telle que je la considère, elle peut tout à fait se faire par le repas en lui-même. Si l'athlète est en capacité d'avoir les pieds sous la table, si je peux dire, un quart d'heure, voire une demi-heure après son épreuve, de façon à pouvoir en tout cas prendre son repas, eh bien, celui-ci servira de vedette métabolique. Mais ceci dit, après une compétition, on va dire, intensive, voire un entraînement intensif, se retrouver un quart d'heure, alors les pieds sous la table, c'est pas ça tant le problème, mais en tout cas, avoir suffisamment d'appétit pour faire un repas qui répondra à ces recommandations, ça paraît un peu compliqué. D'où l'importance, en tout cas, voilà, de préparer peut-être en amont de l'épreuve ou de l'entraînement, et bien d'entrée de jeu, de préparer sa boisson de récupération. Alors là où je vais insister, c'est que c'est vrai qu'à la suite d'une compétition, on a plutôt tendance, et d'autant plus si on l'a gagné, on a plutôt tendance à vouloir faire la fête. Et c'est vrai que la ration post-effort, somme toute, bon, advienne que pourra, c'est pas grave, c'est peut-être aussi la fin de saison, donc ce ne sera pas très important. Cependant, cette notion de fenêtre métabolique, elle est aussi à considérer dans le cadre de la préparation, hein.
Sachez que tout entraînement extrêmement, on va dire, énergétique, qui va d'autant plus solliciter la fonction musculaire euh, et qui engendrera aussi des micro-lésions musculaires, eh bien, nécessitera également une boisson, enfin en tout cas une ration nutritionnelle post-effort, de façon, encore une fois, à régénérer l'organisme dans des temps, en tout cas, les plus courts possibles, de façon à ce que l'athlète soit en capacité de pouvoir se réentraîner dans les meilleures conditions possibles physiologiques le lendemain ou alors 48 heures après, sans avoir trop, en tout cas, de séquelles en lien avec la séance, donc la dernière séance réalisée. Autre proposition en ce qui concerne donc cette ration post-effort, et donc dans le cadre toujours de cette fenêtre métabolique, bien vous voyez qu'on parle très souvent de cette fameuse protéine qui est la protéine whey. Alors c'est une protéine en fait qui a comme caractéristique d'être issue du lactosérum, donc protéine de lait, et qui contient en fait ce que l'on appelle, alors c'est une protéine à assimilation rapide. Ça aussi c'est important parce que on sait qu'on n'a que 2 heures de temps pour régénérer l'organisme, au mieux en tout cas. Donc si on prend une protéine lente, telle que la caséine par exemple, qui va nécessiter un temps d'absorption de 3 à 4 heures, bah forcément qu'on sera hors fenêtre métabolique. D'où l'importance d'absorber une protéine dite à assimilation rapide, telle que cette fameuse whey, d'accord, et qui plus est, qui contient donc pas mal de BCA. Hein. Les BCA, ce sont ces fameux acides aminés essentiels. Ils sont au nombre de trois. Hein. On parle de leucine, d'isoleucine et de valine, et qui vont avoir justement comme priorité de venir réparer les micro-lésions musculaires engendrées à l'occasion donc de l'effort physique. Alors cette whey, généralement, si vous regardez la composition d'une poudre donc de protéines whey, eh bien celle-ci est composée à 80% de protéines. D'où l'importance pour coller à la recommandation de l'apport glucidique, eh bien d'y ajouter systématiquement des glucides, soit sous forme solide, d'accord, ou alors sous forme liquide via l'utilisation d'une boisson énergétique en complément, d'accord, de cette boisson hyperprotéinée à base donc de whey. Voilà en tout cas la troisième stratégie possible. Alors, si les apports sont insuffisants, c'est pas grave. Ce qu'il faut envisager, c'est que le repas qui va suivre la compétition ou l'entraînement, eh bien, ne sera pas trop loin de façon à parfaire les apports énergétiques qui n'ont pas été, en tout cas, apportés dans le cadre de la fenêtre métabolique. Est-ce que tu fais une différence en fonction du type d'effort? C'est une question qui est dans le chat. Alors, En fonction de, elle est, voilà, bien des sûr, efforts plus musculaires, enfin plus, exactement. voilà. Alors ça, c'est une question qui est fondamentale parce que il n'est pas question de faire de façon et de faire de façon systématique une ration post-effort. Pourquoi? Parce que si on additionne l'apport glucidique et protidique, eh bien, in fine, on s'aperçoit que l'apport énergétique est loin d'être négligeable. Donc, mettre en place de façon quotidienne une ration post-effort, bah, ça peut aussi être, on va dire, à l'origine d'une prise de poids. Pourquoi? Parce que bah, prendre des choses alors qu'on n'en a pas besoin, bah, l'organisme, inévitablement, va stocker. Et généralement, il va stocker sous forme de tissu adipeux. Ça, c'est la première chose. D'où l'importance, en effet, et à juste titre, de bien cibler à quel moment je vais mettre en place une fenêtre métabolique, une ration post-effort. Très précisément, on va cibler déjà on va dire les entraînements ou les compétitions très énergétiques dans lesquelles donc, où on a dépensé beaucoup d'énergie. Alors, on va parler des séances longues, par exemple, des séances alors longues avec une certaine intensité d'effort. On va aussi cibler très précisément les séances de musculation où on a fait beaucoup d'excentriques, à savoir des séances de muscu très énergétiques et qui ont engendré beaucoup de casse musculaire. Ça, c'est important. Et alors, en sprint, on va parler de tout ce qui est résistance-vitesse. En demi-fond, on va parler, vous voyez, des séances SP 1000, ou en tout cas des séances vraiment où l'athlète va avoir, enfin, où on va taper dedans, si on peut dire, plus familièrement. Donc, on va dire que nous, on essaie de ne pas aller au-delà de 4
euh, de 4 fenêtres métaboliques sur la semaine par semaine. D'accord? Donc, avec l'entraîneur et l'athlète, on va donc cibler quelles sont les séances les plus énergétiques et celles qui engendrent le plus de casse musculaire pour ainsi dire, bon, mais voilà, après celle-ci, il faut mettre une ration post-effort, celle-ci, celle-ci. Donc, il est important, en effet, de cibler le type d'effort à la suite duquel je vais mettre en place une stratégie euh, spécifique à la fenêtre métabolique. Alors, ici, je vous présente, vous voyez, le haut de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne vais pas le développer, hein, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est en capacité. Alors là, on s'adresse forcément à du très haut niveau de performance. On est en capacité, en fonction, comme vous pouvez le voir, du type d'épreuve et donc d'effort par définition, et bien de préconiser, en tout cas, l'utilisation de différents compléments nutritionnels. Alors, vous avez sur la droite, cependant, quelque chose dont je viens de vous parler, c'est tout ce qui est cette notion de sport food, à savoir de produits de diététique de l'effort, dans lesquels on va retrouver les boissons énergétiques, que ce soit les boissons d'attente, les boissons d'effort, donc pendant l'effort, ou les boissons post-effort de récupération. On va également trouver, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est gel, par exemple énergétique, donc glucidique, à l'effort, qui contiendra ou pas des BCA, à savoir des protéines en fonction du type d'effort. Et puis, de façon plus spécifique, vous voyez que, par exemple, la caféine, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très utilisé dans le haut niveau de performance, que la créatine, elle ne va concerner qu'un certain nombre d'épreuves, au même titre que les nitrates, les bêta-alanites et enfin les bicarbonates. Alors, tous ces protocoles, en fonction du type de spécialité, on a donc défini au sein de la cellule d'optimisation, voilà, des fiches, en tout cas d'utilisation, alors que je pourrais vous proposer en fonction de l'intérêt que vous y portez, mais encore une fois, ça reste quelque chose de très spécifique au très haut niveau de performance. Ici, c'est donc la principale ressource bibliographique qui va reprendre en tout cas les éléments que j'ai essayé de vous formaliser de façon, je l'espère, suffisamment compréhensible. Et enfin, quelque chose d'important, c'est cette notion en tout cas de labellisation, d'accord, de tous les produits de diététique de l'effort que vous allez utiliser. Alors d'autant plus si vous avez des athlètes susceptibles d'être euh, d'être contrôlés, hein. Il existe aujourd'hui une norme qui s'appelle la norme AFNOR, qui est une norme française, mais qui aujourd'hui est européenne, qu'il est conseillé de retrouver sur l'ensemble, en tout cas, des produits que vous utiliserez. Et plus généralement et de façon plus internationale, on parle aussi de la norme Sport Protect, qu'on va trouver par exemple sur des produits américains ou en tout cas non européens, qui assurent le consommateur que la composition du produit est bel et bien renseignée dans sa totalité et que la fabrication de celui-ci, en tout cas, n'est pas assujettie à des contaminations croisées qui peuvent donc s'avérer être à l'origine, dans le cas contraire, si elles ne sont pas respectées, eh bien de contrôles positifs tout simplement, hein, qui vont ramener malheureusement l'athlète à devoir être suspendu pendant une durée de 2 à 4 années. Voilà, donc je finis toujours en tout cas mes présentations avec cette notion de labellisation qui, à mon sens, est fondamentale. Voilà, bah écoutez, je pense en avoir terminé, en tout cas avec ce que je voulais plus précisément vous partager. J'ai mis moins de temps que prévu, Laurent, donc c'est plutôt pas mal, ce qui nous laisse plus de temps pour, en tout cas, discuter sur les différentes notions abordées. Elles ne sont pas forcément très simples, mais écoutez, je suis à votre écoute pour, en tout cas, répondre à vos interrogations. Alors, il y avait déjà une interrogation par rapport aux intolérances alimentaires. Est-ce que tu as des exemples et comment ça peut se gérer? Alors, les intolérances alimentaires, alors de quel ordre? À l'effort ou des intolérances alimentaires qui sont, on va dire, permanentes? Est-ce que Denis, tu peux préciser? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, Oui. Les intolérances alimentaires, il y a celles qu'on connaît, enfin que l'individu connaît, et puis celles qu'il ignore.
je sais qu'à haut niveau, dans certaines disciplines, on détecte ça euh, de façon à éviter les impairs avant les compétitions. Certains athlètes peuvent être allergiques aux tomates, voilà, un fruit qui est allergène par excellence, à l'arachide, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, Euh, la science a oui. prouvé que Alors, oui, ça avait une incidence sur le taux d'hématocrite, donc ça a une incidence certainement sur la performance sportive. bien sûr. Non, mais je Voilà. comprends ce que vous dites, hein. Bon, mais là, ça sous-entend que l'athlète a, quoi qu'il en soit, en amont, investigué via notamment un contrôle, enfin, via un dosage biologique visant à évaluer justement la tolérance ou l'intolérance qu'il serait susceptible de présenter par rapport à tel ou tel aliment. Et notamment, c'est des choses en effet que l'on rencontre assez souvent et de plus en plus d'athlètes en fait qui vont faire ce qu'on appelle des bilans nutritionnels, des bilans biologiques nutritionnels, visant à évaluer leur sensibilité, en tout cas, à différents types d'aliments. Alors, ils sont soit amenés à faire ce type de bilan par rapport à des, on va dire, à des blessures récurrentes, non expliquées par l'entraînement ou par un autre paramètre. Et à ce moment-là, on va donc investiguer le sujet de l'alimentation quant au fait, en effet, qu'il y ait des intolérances alimentaires. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que celles-ci, on va dire dans 90% des cas, se manifestent toujours préalablement par des troubles digestifs. Ça, c'est important. OK? Oui, c'est vrai, mais dans certains cas, les troubles digestifs, compte tenu du fait que le sportif de haut niveau a une façon particulière de s'alimenter, s'entraîne beaucoup, etc., il a souvent du mal à prendre conscience lui-même qu'il a un problème par rapport peut-être à simplement à un aliment, voilà, ou à son régime alimentaire. Et donc, Oui, moi, je trouve que ce volet-là est important, est intéressant aussi. Peut-être un bien jour, sûr, bien il sûr, faudra voilà, le développer. bien sûr. J'ai une question par rapport, tout à l'heure, vous avez parlé de la température des boissons. Je me Oui. suis demandé, naïvement, hein, pourquoi pas une boisson à la température du corps pour éviter les chocs thermiques. Est-ce que Ben, est-ce que alors, ça peut être envisagé, recommandé? Faut c'est-à-dire voir. que ce qu'il faut savoir, c'est que la température du corps étant de 36 à 37 degrés, vous verrez que d'un point de vue pratique, boire une boisson de 36 à 37 degrés, vous ne la tolérerez pas, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette température, c'est pas la température, les 36-37 degrés, c'est pas la température interne de l'estomac. Hein. L'estomac, il est quand même en lien direct avec l'extérieur. D'accord? D'une part. D'autre part, beaucoup de gens, en termes de goût, vont pas forcément tolérer une température de 36 à 37 degrés. C'est une température relativement chaude hein, pour une boisson. Attention. Ouais. OK? D'accord, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau donc tolérance digestive, par rapport à toutes les études qu'on a menées et en termes donc de diminution de tous les effets secondaires en lien avec la température de ce que l'on va ingérer, eh bien, c'est vraiment cette température de 10 à 15 degrés aujourd'hui qui est le mieux tolérée. Et ce, quels que soient les chocs en tout cas, et le traumatisme en lien avec l'épreuve réalisée. Et la température extérieure. Tout à fait. D'accord. Et une dernière question, si vous permettez. Concernant la perméabilité des tissus qui forment le tube digestif, Mmh. est-ce qu'on sait à partir de quand on met dans la bouche, à partir de quand et à peu près dans quelle proportion est assimilée la dose de glycogène, par exemple, qu'on va prendre avant une compétition? Est-ce qu'on sait dire l'œsophage s'étend, la bouche s'étend, Alors, l'estomac s'étend? À déjà, quel ce qu'il faut savoir, c'est que l'absorption, elle a commencé non pas au niveau de l'œsophage ou de l'estomac, mais au niveau de Ouais, l'intestin grêle. D'accord? ouais. Donc, une fois que le bol alimentaire aura passé le pylore, d'accord? Le pylore étant la valvulve en dessous donc, de l'estomac, à ce moment-là, on peut considérer qu'à partir de 10 à 15 minutes, l'organisme commence à absorber en tout cas ce qu'on lui a donné. Mais attention, cette absorption, 10 à 15 minutes, il faut que préalablement, il ait passé, encore une fois, le seuil de l'estomac. Parce que un bol alimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est quand il arrive à l'estomac, la condition pour qu'il poursuive son parcours et donc qu'il aille dans l'intestin grêle, c'est que ce bol Ça alimentaire fonctionne. soit
d'une densité et d'une texture certaines, et de plus une température et un pH particulier. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs conditions. Tout ça pour dire que tout ce qui est protéinique, généralement, va stagner beaucoup plus longtemps au niveau gastrique et donc va demander un temps d'absorption beaucoup plus long parce que forcément, il aura stagné en amont beaucoup plus longtemps au niveau de l'estomac. OK? Donc aujourd'hui, ce qui va de toute manière passer le plus rapidement possible, c'est ce qui est liquide, forcément. Parce que le liquide ne demande pas de brassage gastrique, d'accord, pour changer, on va dire, de texture. Donc il va très rapidement passer l'entre-gastrique et très rapidement être absorbé. Donc c'est évident que toute source nutritionnelle liquide sera beaucoup plus rapidement absorbée qu'une source nutritionnelle glucidique. D'accord? D'accord. Pardon, pas glucidique, qu'une source nutritionnelle solide, excusez-moi. Solide. Parce que, D'accord. Dès la bouche, hein, là, dès qu'on le met dans la bouche, déjà. On est d'accord. alors, une solution, on va dire glucosée liquide, ça c'est le record, c'est à peu près dès qu'on la boit, et d'ailleurs vous voyez, hein, quelqu'un qui est en train de faire une hypoglycémie, vous n'allez pas lui donner un morceau de pain, d'accord? Ce que vous allez faire idéalement, il faut lui donner une boisson sucrée, parce qu'on sait Mhm. que celle-ci va être absorbée en un temps record et va permettre ainsi de remonter la glycémie pour que voilà, l'hypoglycémie. D'accord. Merci. Alors, il y a quelques questions dans le chat, mais après, n'hésitez pas à lever la main et puis à poser directement votre question à Mathieu. Xavier qui demande donc la malto-persistance d'une approche franco-française ou réel intérêt par rapport à d'autres glucides. Par rapport à d'autres glucides, non. Aujourd'hui, il n'y a pas de glucides à privilégier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il en soit, et vous le verrez d'ailleurs, si vous vous intéressez à la composition de tout ce qui est produit de diététique de l'effort, vous verrez qu'à aucun moment, un produit diététique de l'effort est fait d'un seul et unique sucre. Ça, c'est important. Dans le sens où plus de sucre il y aura, en tout cas différents, généralement il y en a deux ou trois sucres différents, et plus le complément, en tout cas, ou le produit de diététique ou d'effort que vous allez consommer va mobiliser de récepteurs et plus il sera efficace. Si on utilise un seul et unique sucre, ça veut dire que très rapidement, on va saturer la totalité, en tout cas, des récepteurs spécifiques à ce sucre-là. Et du coup, en termes d'efficacité, on sera très limité. C'est la raison pour laquelle il faut multiplier en tout cas la variété des sucres. C'est pour ça que, alors, moi j'entends bien utiliser du miel dans sa boisson parce qu'on préfère utiliser une boisson bio. Pourquoi pas? Moi je connais pas mal enfin je connais des trailers qui me sollicitent aujourd'hui et qui me disent, mais moi voilà, moi j'ai toujours utilisé des boissons à base de miel parce que le fructose est intéressant. Oui, le fructose est intéressant, c'est une certitude. Par quoi? Parce qu'il a un index glycémique qui est dit bas, c'est-à-dire qu'il va être absorbé de façon très progressive et donc alimenter l'organisme de façon très progressive en termes d'apport glucidique. Cependant, il a une limite, dans le sens où on ne pourra pas aller au-delà d'un certain apport glucidique en utilisant seulement du fructose. Si pour aller à des apports glucidiques, on va dire, qui vont être supérieurs à 40 grammes de glucides par heure, si vraiment on souhaite que l'organisme en bénéficie pleinement, il faut une solution qui présentera au moins deux sources de glucides différents. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que, mais n'hésitez pas en tout cas à me préciser en tout cas la nature de cette question. Est-ce que Xavier, j'y ai est-ce que répondu ça ou pas? répond à ton interrogation? Non? Oui, bonsoir. Oui? Alors, pas forcément, mais bon, en tout cas, ça la complète, c'est certain. On est bien d'accord, effectivement, que pour taper sur plusieurs récepteurs et donc augmenter la capacité d'absorption globale en glucides, il faut tabler sur plusieurs types de sucres. On est d'accord? Pour pouvoir taper sur les GLUB4, pour pouvoir taper sur d'autres récepteurs plus spécifiques, effectivement. Euh, mais la question, elle était plutôt effectivement sur la maltodextrine, qui est un assemblage de sucres
d'amidon, de fécule de pommes de terre et de poudre de perlimpinpin, entre parenthèses. Non, je rigole. Mais en fait, c'est vrai que la malto, on la retrouve beaucoup dans les publications d'origine française et on la retrouve assez peu dans les publications qui sont plutôt anglo-saxonnes. Et donc, c'est pour ça que je, je, je titillais en Aujourd'hui, disant exception franco-française ou est-ce qu'il y a non. un apport, quoi. Non, non, non. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, l'une des grandes références quand même en termes de nutrition du sport, bon, c'est pas les Français, je vous l'accorde, c'est les Australiens. Bon, les Américains arrivent en deuxième position, mais aujourd'hui, les Australiens, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir leur site qui est assez exceptionnel, qui s'appelle AIS Sports Nutrition. Et d'ailleurs, dont s'est inspiré World Athletics, hein, qui aujourd'hui publie en tout cas toutes les conclusions relatives aux à tous les protocoles de recherche donc, de l'AIS. Euh, et vous verrez que vous allez avoir beaucoup, en tout cas, de matière, et ce, tout nutriment confondu, et notamment l'utilisation de maltodextrine, justement en amont donc d'une épreuve à dominante énergétique, hein, forcément. C'est pas un sprint. On ne va pas conseiller de faire de la malto chez un sprinter ou chez un hurdler ou un sauteur en longueur, On est bien sûr. d'accord. On est d'accord. Ok, merci. Il y avait des questions également autour du régime scandinave, donc deux questions qui sont un peu dans le même de Magali et Cédric. Ouais. Le régime scandinave, c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Le régime scandinave, alors pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas cette stratégie, c'est une stratégie qui généralement se fait 6 jours avant la compétition, qui a pour objectif donc à J-6, J-5, J-4, il vient d'avoir une alimentation hypoglucidique, c'est-à-dire dépourvue de glucides, et de reprendre la consommation donc, de glucides J-3, J-2, J-1, de façon justement à engendrer un phénomène de surcompensation et faire en sorte que l'organisme, à ce moment-là, vu qu'il a été dépourvu et carencé en glucides, eh bien, il va très rapidement, par phénomène réflexe, capter majoritairement les glucides qu'il va ingérer et ainsi optimiser ses stocks en glycogène. Alors, c'est pas faux, c'est très précisément ce qui se passe sur le plan physiologique. Cependant, d'un point de vue pratique, c'est pas évident à faire parce que pendant 3 jours, complètement mettre les glucides de côté, ça va complètement, obligatoirement, à l'encontre, en tout cas, des habitudes alimentaires de la personne. C'est une certitude. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en tout cas, cette notion de régime scandinave, elle a pour objectif, ni plus ni moins, d'optimiser les stocks en glycogène. Ça, c'est l'objectif final, en tout cas. Sachez que l'utilisation, en fait, de la maltodextrine, des boissons riches en maltodextrine, aujourd'hui, elle a ni plus ni moins cet objectif, c'est-à-dire de ne pas, enfin cet objectif corrélé à vous conserver vos habitudes alimentaires telles qu'elles sont, sans pour autant augmenter vos quantités en féculents, par exemple. Vous prenez tout simplement, donc de façon quotidienne, 3 jours avant votre compétition, une boisson à base de maltodextrine qui va permettre, au même titre, hein, et de façon aussi pertinente que le régime scandinave, voire de façon encore plus efficiente, votre stock de glycogène donc avant votre épreuve. Donc aujourd'hui, encore une fois, on dispose en tout cas de solutions quand même beaucoup plus simples et on va dire moins drastiques et qui vont beaucoup moins à l'encontre en tout cas des habitudes alimentaires du sportif pour voilà, optimiser les réserves en glycogène avant l'épreuve. Est-ce que Cédric, ça répond à vos questions, Magali? Impeccable. Bien. Merci beaucoup. Oui, oui, très bien. Il y avait une question de Joris. Donc, Joris, peut-être que tu peux peut-être ouvrir ton micro. C'est sur l'entraînement en fin de journée. Donc, voilà. Bonsoir. Du coup, donc ma question c'était, voilà, quand on est professionnel, on a plus de créneaux entre guillemets pour s'entraîner, mais sur du amateur, on va plutôt s'entraîner en fin de journée. Et en termes de ration post-effort,
est-ce qu'il est intéressant, si on fait un entraînement traumatisant, donc par exemple une séance de musculation, de décaler le repas du soir en privilégiant avec la fenêtre métabolique de prendre une ration post-effort, donc avec les bons dosages entre guillemets en protéines, en glucides, ainsi de suite, ou est-ce qu'on privilégie toujours le repas en repas Alors, classique? la question est bonne, hein, Joris, dans le sens où, non, non, encore une fois, le repas peut tout à fait servir de fenêtre métabolique. La condition étant, encore une fois, qu'il soit débuté, on va dire, dans la demi-heure qui va suivre l'arrêt de votre séance, tout simplement. D'accord. Mais il peut tout Ok, à fait se substituer à la notion de fenêtre métabolique. ok, ok. D'accord? Mais cependant, encore une fois, le plus tôt sera le mieux. Plus tôt c'est fait, mieux ce sera. Donc c'est Donc en vrai gros, s'il y que a un débattement d'une heure, il est peut-être intéressant de déjà ah, pouvoir. ouais, je suis d'accord. S'il y a un débattement d'une heure, je pense qu'il est important au moins d'avoir et de commencer déjà, et ce dès la fin de la séance, de commencer à prendre des protéines et des glucides pour commencer et offrir à l'organisme une capacité de régénération quoi, rapide. D'accord. Ok, merci. J'ai une question, si vous permettez. Oui. Alors attends, juste, il y Oui. avait une question de Caroline. Comment la prise d'alcool modifie le métabolisme des glucides? Et La quel prise argument d'alcool, pour expliquer pourquoi la bière n'est pas conseillée après une course? pourquoi la bière n'est pas conseillée après une course? Ça, c'est l'éternel débat. Alors, c'est vrai que la bière, en fait, elle a pas mal de vertus. La Mm. bière, elle a déjà comme première vertu, bah, c'est un apport hydrique. D'accord? Donc on peut se dire qu'on va en effet réhydrater l'organisme. Ça, c'est la première chose. La bière, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est extrêmement riche en bicarbonate. Les bicarbonates sont des électrolytes qui vont participer à la désacidification de l'organisme. C'est la raison pour laquelle, notamment aujourd'hui, on utilise du bicar avant l'épreuve, de façon à bénéficier de son effet tampon, justement, contre l'apparition des acides lactiques et des lactates en fin d'épreuve. Alors, donc elle a comme vertu en effet d'hydrater, de désacidifier, qui plus est bah, d'apporter aussi des glucides, on peut se dire, hein, donc quelque part de participer à la régénération en glycogène de l'organisme. Mais malheureusement, la bière, elle a un composant qui vient tout annuler, bah, c'est L'alcool. l'alcool. L'alcool acidifie l'organisme, d'accord? L'alcool participe à déshydrater l'organisme, c'est-à-dire Mm. que malheureusement, sa présence vient complètement mettre à mal toutes les Compromettre. propriétés potentiellement bénéfiques des autres composants de la bière. Voilà, donc non, l'alcool malheureusement, enfin, en tout cas la bière hein, plus précisément, malheureusement ne participe en rien à une bonne récupération, voire justement va à l'encontre de celle-ci. Merci. Denis? Oui, alors moi je dirais pas malheureusement, je dirais heureusement, parce que sinon on en ferait des abus d'alcool. Heureusement, tout à fait. Non, j'ai entendu un participant parler des entraînements le soir, et ça enfin, ça me paraît intéressant parce que le soir, en fait, le corps produit l'adénosine, c'est une substance qui est produite naturellement par le corps et qui permet de calmer en fait l'activité physique, le corps, qui amène finalement à l'endormissement. Et comme vous avez parlé tout à l'heure de la caféine, Mm. je voulais savoir, est-ce que vous feriez une préconisation alors concernant justement l'entraînement du soir, la prise de caféine, Non, ouais, enfin, je sais pas, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose à ce sujet? bien sûr. Et bon, je vais essayer de pas trop m'étendre, mais concernant la caféine, à une époque, je me souviens, il me semble qu'il y avait des seuils qui étaient proposés par Oui, l'antidopage parce que tout c'était à un fait. peu trop utilisé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un intérêt récent, mais en fait, Alors, il me semble très ancien, parce que je me souviens que beaucoup d'athlètes dans différentes fédérations faisaient des abus de tout à fait, gluronsan. tout à fait, Voilà. tout Et à à un fait. moment donné, je crois qu'on a mis le haut là. Une autorité a dû mettre le haut là. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous éclairer aussi Bien là-dessus? sûr, mais je vais tout vous dire. La caféine, en effet, un temps était tout à fait susceptible, en tout cas était recherchée dans les urines, et à des taux qui étaient aux alentours donc, de 1500 mg donc par dosage. 1500 mg de caféine,
Pour tout vous dire, ça correspond, mais d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un peu le protocole caféine que l'on fait, et vous allez mieux comprendre ce que je vous dis. Alors aujourd'hui, en tout cas, pour juste finir ce que je viens de débuter, aujourd'hui, c'est terminé, hein. La caféine ne fait plus partie des substances dopantes. D'accord? Ça, c'est un point D'accord. qui est quand même très important. L'autre point qui est très important, et là encore une fois, ça émane de pas mal de recherches qu'ont mis au jour, en tout cas les Australiens et les Américains, c'est voilà, l'utilisation de la caféine. L'utilisation de la caféine, alors je vais juste retrouver le protocole en espérant, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Donnez-moi juste une minute et je vous retrouve le protocole. Je, comme ça va plus, ça va beaucoup plus vous parler et notamment. N'hésitez pas, entre-temps, si vous avez des questions, hein, mettez-les bien dans le groupe de discussion. Voilà, des questions qui sont intéressantes pour les athlètes que vous suivez et à qui vous pourriez maintenant apporter des réponses un peu plus éclairées. Donc, proposez, n'hésitez pas, hein. Alors, je vais vous partager celui-ci. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça arrive doucement. Oui, c'est bon. Alors, la caféine, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous avez pu le voir dans le petit tableau récapitulatif que je vous ai montré en fin d'intervention, c'est en effet un complément qui est utilisé et préconisé, de plus pour la totalité des épreuves qui concernent l'athlétisme. Euh, De plus, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des recommandations, hein, en termes d'apport en caféine. Tout ça pour dire que ces recos, elles vont de 3 à 6 mg par. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que lorsque, par exemple, on décide de mettre en place un protocole de caféine chez un athlète, on va toujours le faire, bien sûr, déjà à l'occasion de l'entraînement, ça va de soi, donc bien en amont de la compétition, de façon à pouvoir évaluer le risque, en tout cas, d'effets secondaires ou pas, et la tolérance de l'athlète, bien évidemment. Donc, généralement, on commence sur des dosages de 4 mg par kilo de poids. Pour ceux qui ont l'habitude déjà de boire du café, et ça je vous l'ai un peu dit à l'occasion de ma présentation, on va diminuer la consommation de café 2-3 jours avant la compétition de façon à augmenter sa sensibilité. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, en fait, généralement, elle prend à peu près 60 minutes de temps d'absorption, de délai en tout cas d'absorption avant l'exercice. D'où l'importance eh bien de veiller en tout cas à ce temps d'absorption. C'est-à-dire que prendre de la caféine, une gélule de caféine au moment du départ, si c'est sur un 5 mm ou un 10 mm, bah, malheureusement, elle va faire effet après. Alors, vous voyez qu'on dispose de différents, on va dire, dispositifs, hein, susceptibles d'apporter de la caféine. Le café expresso, le problème du café expresso, c'est qu'on n'est pas tellement en capacité de savoir très précisément la dose de caféine qu'il apporte parce que bah, tout dépend de son origine. Par contre, on va disposer en tout cas de gélules qui sont soit dosées de 100 à 200, de chewing-gum également, dosées de 50 à 80 mg, avec pour le coup, ce qui est intéressant, des délais d'absorption qui sont plus courts. Et d'ailleurs, je vous fais, enfin, vous regarderez tous les joueurs de football ou de rugby aujourd'hui, à l'occasion notamment des hymnes, très souvent sont en train de mâcher du chewing-gum et c'est la plupart du temps un chewing-gum de caféine. On va aussi retrouver des gels énergétiques aujourd'hui qui contiennent également de la caféine. C'est-à-dire que, outre le fait d'apporter des glucides, eh bien, ils vont de plus apporter de la caféine. Alors, ici, vous voyez, c'est ce que je projette aux athlètes. Vous voyez que par rapport à la fin du dernier repas ou sortie de sieste, eh bien, on va avoir différents types de stratégies. Soit si on part sur du 6 mg kilo ou sur du 4 mg kilo, par exemple. Mais vous voyez que si on part sur du 6 mg, bon, qui est un apport quand même assez conséquent, hein, on va le lisser en 3 prises, si je peux dire, avec une première prise qui se fera juste à la fin du dernier repas, une seconde qui se fera, vous voyez, 45 à 60 minutes avant le début de l'échauffement,
et une troisième qui se fera 45 minutes à 60 minutes avant le début de l'épreuve, avant l'horaire de l'épreuve, si je peux dire. Et en fonction voilà, de mon poids de corps, eh bien, je connais très précisément, en tout cas, mon dosage en caféine préconisé, si je peux dire, et je choisis ainsi le dispositif le plus adapté. Voilà. Pour répondre en tout cas à la dernière question, ce qu'il faut savoir en effet, c'est que par rapport à un entraînement qui a lieu en fin de journée, je déconseille bien évidemment de faire un protocole caféine, dans le sens où l'un des effets secondaires d'un protocole caféine, bah, c'est bien évidemment d'avoir une nuit derrière relativement courte avec beaucoup de difficultés à l'endormissement. Ça, c'est une certitude parce qu'elle a un temps généralement moyen d'élimination de 6 à 8 heures après sa prise. Donc, on sait aujourd'hui que des athlètes qui vont utiliser dans des grands championnats ou qui ont l'habitude de faire des protocoles de caféine, bah si, et c'est important hein, à prendre en considération. Si les séries ont lieu le soir et que le lendemain ont lieu les demi-finales ou la finale, par exemple, je donne un exemple, hein, bah, c'est évident qu'on va éviter la prise de caféine la veille au soir. Par contre, par ailleurs, si l'athlète arrive sur un championnat du monde et on sait que bah, qui va devoir être à 200%, non pas à 100, mais 200% à l'occasion des séries pour passer un éventuel second tour, bah là, on va peut-être faire un protocole caféine avec le risque que la nuit soit courte après. Mais on sait par ailleurs que la nuit la plus importante sera toujours l'avant-veille, donc la nuit d'avant. Mais voilà, en tout cas, c'est autant de paramètres et de critères qu'il va falloir prendre en considération. Maintenant, faire des protocoles caféine lorsqu'on s'entraîne le soir, je ne suis pas très pour. Moi, je conseille toujours pour favoriser un bon sommeil et donc par définition une bonne récupération, d'éviter en tout cas toute la prise, enfin la prise de caféine ou de théine 6 à 8 heures avant votre horaire habituel d'endormissement. Mathieu, est-ce que tu peux, pour certaines personnes, peut-être reclarifier le rôle de la caféine, en fait, sur quoi elle agit et qu'est-ce qu'elle permet d'améliorer? Alors, la caféine, en fait, elle a pour objectif, en fait, d'être un neurostimulateur de prédilection. C'est-à-dire que vous voyez bien que quand vous prenez, vous avez l'habitude, je pense pour beaucoup, de prendre du café, voilà, ça a tendance à réveiller, c'est-à-dire à mettre l'athlète dans un état, on va dire, de veille et d'alerte optimale. D'accord? Et ce qui va de plus, on va dire, contribuer aussi à majorer toutes ces sensations. D'accord? Et à ne pas avoir cette sensation qui est très synonyme, en tout cas, et qui est très en lien avec un état de stress, vous voyez, d'apathie, d'inhibition, en fait. La caféine va désinhiber complètement cet état, on va dire, léthargique et va permettre à l'athlète très rapidement d'être en capacité d'avoir, on va dire, c'est ça, euh, c'est très difficile à définir. Alors, sur le plan physiologique, donc bien évidemment qu'elle va contribuer à accélérer tout ce qui est neurotransmetteur, d'accord? Et donc à engendrer une hyperstimulation, tout simplement, d'accord? Alors, en aucun cas, je veux dire, alors certains athlètes, et c'est là où il faut faire attention, hein, elle peut aussi être à l'origine d'une tachycardie, être à l'origine d'angoisse, d'où l'important aussi, et j'insiste hein, vraiment, si ce n'est pas le cas et si ce n'est pas une habitude, de bien évidemment de faire ça en amont de la compétition et d'évaluer de façon très précise les effets secondaires potentiels. Alors, il y avait toujours pour rester sur ce thème de la caféine, sur une course nocturne. J'imagine, peut-être Jérémy, si tu peux ouvrir ton micro et préciser, j'imagine que tu veux peut-être parler des trails qui durent longtemps et qui obligent les personnes à rester éveillées. Sa question, c'était quelle quantité de caféine par heure? Oui, c'est ça. Alors, par heure, il faut fonctionner par 24 heures, en fait, hein. Et après, le diviser par heure et cibler forcément la période d'effort, hein. J'entends par là, donc déjà, on n'ira pas au-delà Alors, vous voyez, les recos que je vous ai mis ici, c'est 3 à 6 mg par kilo de poids par 24 heures. D'accord? Cependant, on a des études qui nous montrent que dans le trail notamment, on peut monter jusqu'à 9 mg par kilo
Ce qui veut dire, voilà, ça représente quand même des quantités de caféine. Alors, et l'intérêt sera justement de lisser cet apport sur l'ensemble de l'épreuve. C'est-à-dire que si l'épreuve fait 8 heures, je dis n'importe quoi hein, comme exemple, et donc c'est un trail long, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il va convenir de commencer à prendre la caféine 1 heure avant. D'accord? Et sur ces 8 heures, eh bien, en fonction du dosage max défini par votre poids de corps, eh bien, il conviendra d'avoir un apport, on va dire, en caféine, et ce, toutes les heures de l'épreuve. Donc, vous voyez, ça va dépendre de vos poids de corps et de la durée de l'épreuve. Et il y avait est-ce que tu as un conseil de marque de produit de chewing-gum? Je sais pas si tu vas faire de la pub, mais pour Alors, oui, bah, y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, oui, c'est les One Gum. Les One Gum, ça s'appelle. One comme un et Gum. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous allez être étonné parce que vous allez les retrouver sur les aires d'autoroute. Pourquoi? Parce que les conducteurs de nuit, justement, de façon à ce que ces conducteurs de nuit puissent en trouver de façon régulière sur les aires d'autoroute, notamment les camionneurs, vont prendre des cafés à base de caféine. Voilà, dans le cas contraire, vous les trouverez bien évidemment en vente sur Internet, hein. Ils sont dosés à 50 mg, les One Gum. Donc là aussi, hein, je vous mets en garde hein, parce que un chewing-gum sur un tube digestif qui est stressé peut tout à fait être à l'origine, en tout cas, de fermentation majorée et donc d'un inconfort digestif certain. Ok. et la même Après, les chose sur gélules, un trail, sûrement, hein, et sur le sur un trail, trail, au fur et à mesure, il y a des intolérances qui arrivent, et même exactement, si dans la théorie, exactement. ça paraît jouable, dans la pratique, C'est on peut pour ça pas que se sur un ravitailler, trail, quoi. Mm. ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des gels caféinés. D'accord? Parce qu'on sait que dans un trail, l'un des facteurs limitants de la performance, eh bien, c'est tout simplement le déficit énergétique et notamment glucidique. D'où l'importance, en tout cas, d'où l'intérêt, en tout cas, si on utilise des gels glucidiques, eh bien, de faire en sorte que ceux-ci contiennent de la caféine. Voilà, donc aujourd'hui, vous verrez que tous les fabricants font des gels CAF, qu'on appelle, ok, qui vont être dosés à 50, voire 100, voire 150 mg par stick, par gel. Après, on Ok. les a en gélule. Vous avez aussi des boissons d'effort qui vont contenir de la caféine, des petites gommes aussi sucrées, des gummies qui contiendront aussi de la caféine. Donc voilà, aujourd'hui, tous les fabricants s'y sont mis parce qu'il y a un consensus certain sur ce sujet-là, en termes d'optimisation de la performance. Mais là, encore une fois, on est sur l'optimisation de la performance, hein. Vous On voyez que est sur le haut de la pyramide, voilà, ça reste quand même le sommet de la pyramide, hein. exactement. Des questions maintenant sur que penser du régime cétogène dans les épreuves d'ultra-endurance? Ah, je l'attendais, celle-là, bien Hmm. sûr. Bah, le régime cétogène, aujourd'hui, sachez que ça y est, c'est terminé, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les scientifiques ont suffisamment de travaux et qui plus est, en l'ayant, si je peux dire, pleinement expérimenté in vivo, c'est-à-dire au sein de cohortes d'athlètes de très haut niveau, pour arriver à la conclusion suivante que le régime cétogène n'a aucun intérêt, en tout cas sur la performance sportive. Donc, on arrête de l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé depuis très longtemps, mais pas forcément chez les sportifs qui pratiquaient des épreuves de longue durée, comme les cyclistes au départ, hein. C'est eux qui sont un peu les précurseurs de cette mode, comme ils le sont d'ailleurs sur beaucoup de sujets en lien avec la nutrition. Mais sachez que le régime cétogène, au départ, c'est quelque chose qu'on a utilisé chez les patients épileptiques. C'est d'ailleurs le type d'alimentation préconisé chez les patients atteints donc, d'épilepsie. Et on s'est aperçu en effet qu'il permettait d'avoir des variations, en tout cas glycémiques moindres, à l'effort qui plus est. C'est la raison pour laquelle il a été à un moment donné préconisé et c'est donc les cyclistes hein, qui l'ont mis en place. Et en fait, sachez qu'il n'y a aucune plus-value, en tout cas. Et chez beaucoup, d'ailleurs, plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que sachez qu'un régime cétogène, pour qu'il soit efficace, il doit d'ailleurs être mis en place quasiment 2 mois, et ce de façon quotidienne avant l'échéance, de façon à ce que l'organisme soit en capacité hein, d'utiliser les matières grasses à des fins énergétiques.
Et ça, sachez qu'il faut entraîner l'organisme. Et je vous mets au défi de mettre en place un régime cétogène pendant 2 mois. Vous verrez que c'est juste un enfer, d'accord, avec des effets secondaires qui sont parfois très méconnus, avec, qui plus est, in fine, une perte en tout cas d'efficacité au moment de l'épreuve. Donc aujourd'hui, vraiment, ça appartient à l'ancien temps. Il faut vraiment oublier cette notion de régime cétogène, qui est pour autant encore d'actualité, et je le regrette, mais bon, on va y arriver, hein. Voilà. Ok, il y avait une question sur recharger les réserves glycogéniques après l'effort. Comment on peut savoir, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent d'évaluer si on a bien refait ses réserves ou pas? Jean-Baptiste, si je transforme ta question, tu peux ouvrir ton micro. Non, c'est bien ça. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bien ça. Savoir si les réserves ont été rechargées ou pas. Comment on peut avoir un indicateur, un marqueur permettant Non, de montrer ça. malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas de jauge visible telle qu'on peut l'avoir sur nos véhicules. Quant au fait de savoir si le réservoir est de nouveau plein, non. Par contre, voilà, la recommandation que je vous ai en tout cas faite, qui est celle d'avoir un apport glucidique qui répond à 1 gramme de glucides par kilo de poids dans les 2 heures qui suivent l'arrêt de l'effort, euh, ou au-delà, hein, parce qu'on n'est pas forcément, encore une fois, toujours dans le cadre d'une fenêtre métabolique. On peut penser que si on arrive en tout cas à ingérer cette quantité de glucides, eh bien, on a bon espoir en tout cas de penser que voilà, les réserves seront au mieux de ce que l'on pourra faire. Mais c'est évident qu'en termes, en tout cas, de symptômes cliniques ou même de symptômes, enfin, ou de dosage biologique, hein, il est très difficile d'évaluer le simple fait que nos réserves glycogéniques sont au top. Si on peut faire une biopsie, mais bon, je vous le déconseille, et ça reste, quoi qu'il en soit, un geste très invasif et traumatique. Mais c'est le seul, en tout cas, moyen que l'on aurait de pouvoir évaluer le fait que le muscle ainsi que le foie, qui sont les réserves principales hein, au niveau du glycogène, soient saturés et optimisés. Donc non, malheureusement, il n'y a pas en tout cas de symptômes cliniques qui peuvent par ailleurs nous dire que voilà, le stock est optimal, j'ai bien fait le job. Donc peut-être la question qui vient dans la foulée de celle-ci, c'est peut-être l'utilisation des capteurs de glycémie et qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est utile, pas utile? Ouais. Alors le problème des capteurs de glycémie, et d'ailleurs vous verrez que ça n'existe plus. C'est très récent, en fait, et on les a d'ailleurs, nous, utilisés et testés. Et là encore, hein, les cyclistes étaient précurseurs sur ce sujet-là, et notamment ce fameux. Bref, bon, j'ai plus leur nom, mais tant mieux, comme ça, je vais pas faire de pub. De toute manière, ils n'existent plus. Nous, on les a utilisés de façon, enfin, sur un stage pluridisciplinaire, où on avait regroupé toutes les équipes de France en Afrique du Sud pour justement voir un peu comment on pouvait adapter au mieux les apports glucidiques. Et ce, en fonction ben, voilà, de la courbe glycémique des athlètes sur les 24 heures. Et en fait, on s'est aperçu que ces capteurs, là encore une fois, hein, qui sont issus ni plus ni moins de l'utilisation clinique que l'on en fait chez les patients diabétiques, en fait, ces capteurs, ils sont trop, comment dire, ils vont faire des mesures glycémiques extracellulaires la plupart du temps. Qui plus est, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont extrêmement peu efficients à l'effort. C'est-à-dire que dès que l'athlète se mettait en mouvement, en fait, le capteur captait très mal. Donc, on avait des courbes qui étaient complètement incohérentes avec des variations glycémiques qu'on était dans l'incapacité de pouvoir expliquer. La seule utilité que l'on a rencontrée avec l'utilisation de ces capteurs, c'est les glycémies nocturnes, où là, pour le coup, on avait les athlètes qui étaient forcément qui dormaient, donc immobiles, et là, le capteur était fonctionnel. Et on pouvait ainsi déceler d'éventuelles hypoglycémies nocturnes qui pouvaient générer, en tout cas, ou être à l'origine
pas mal d'athlètes, vous voyez, de réveil nocturne et donc de sommeil fragmenté et donc non récupérateur. C'était le seul intérêt qu'on a pu trouver. Alors, vous pouvez me dire que c'est pas négligeable, hein, j'en conviens, mais vu le coût, en tout cas du capteur, qui plus est, qui peut être utilisé sur un laps de temps de 6 à 7 jours maximum, en journée, à l'effort, on avait en tout cas des mesures qui étaient complètement, mais alors, enfin, ininterprétables, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que le capteur n'était pas suffisamment invasif. Et donc, les relevés glycémiques que nous avions n'étaient pas du tout le reflet, en tout cas, de la réalité. Et donc, on a complètement, enfin, d'une part, on s'est retrouvé avec un ensemble de données inexploitables, ininterprétables, encore une fois, excepté celles qu'on avait en nocturne. Et c'est la raison pour laquelle on a complètement, en tout cas, décidé de ne plus utiliser ce dispositif. Et comme par hasard, 3 mois après les avoir utilisés, eh bien, la boîte a fait faillite. Donc, nous n'avons plus, en tout cas, de capteurs aujourd'hui à disposition, en tout cas sur le marché, excepté les capteurs qui sont utilisés chez les patients diabétiques, mais qui ne sont pas préconisés dans la pratique sportive, quoi qu'il en soit. Merci. Voilà en tout cas l'expérience que l'on a eue aujourd'hui. Il y avait sur quand on fait un déplacement à l'étranger pour faire un marathon, ce qui arrive assez fréquemment, et qu'on ne retrouve pas la nourriture habituelle, comment s'adapter? Bah, déjà, bon, je dirais que sur ce qui est le plus important quand on part à l'étranger faire un marathon, et qu'on ne souhaite pas être dépendant, en tout cas, des ravitaillements qui vont être proposés par l'organisation, c'est bah, forcément hein, de les avoir sur soi. Et donc de partir avec. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Après, en ce qui concerne l'alimentation avant l'épreuve, bah, ce qui est important, c'est de travailler sur la notion d'équivalence nutritionnelle. C'est-à-dire que de se renseigner sur, d'une part, quels sont les aliments que je suis susceptible de pouvoir retrouver sur place, et bah, tout simplement, hein, je pense aller voir un professionnel, euh, qui plus est avec certaines notions relatives à la nutrition du sport, afin de voir avec lui, en fonction des spécialités du pays, quelles sont les équivalences nutritionnelles que le sportif va pouvoir retrouver en arrivant sur place. Et ainsi gérer au mieux, tout en optimisant donc son alimentation et voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une question d'équivalence nutritionnelle et de connaissance, en tout cas, des aliments et de la composition des aliments. Mais c'est la raison pour laquelle, si, quand on est à la recherche, en tout cas, de performance, vraiment, je vous invite à aller voir en amont un professionnel qui va pouvoir, voilà, vous renseigner au mieux sur voilà, les traditions culinaires et les habitudes nutritionnelles du pays dans lequel vous allez aller, de façon, tout simplement, hein, à pouvoir faire et être en capacité de définir les équivalences nutritionnelles. Jean-Yves, est-ce que ça répond à ta question? Et Jérémy précise qu'effectivement, suivant certains pays, c'est vraiment important de se préserver et notamment faire attention à l'eau, à tout ce qui est Bien sûr. lavé avec Bien. l'eau et jusqu'à quand vous vous lavez les dents, hein. Je pense que c'est très important de faire attention aux 2, 3 derniers jours pour pas massacrer une préparation et venir avec vos compléments alimentaires. C'est vrai que sur la plupart des compétitions internationales, les athlètes sont incités à prendre dans leur sac ce qu'ils ont l'habitude de manger les 2 jours qui précèdent, ou en tout cas déjà pour le dernier petit déjeuner au cas où, de manière à se respecter et respecter leurs habitudes. Tout à fait. Après, Tout à c'est fait. En tout quand cas, ça dure, voilà, c'est quand ça dure qu'il faut partir plusieurs temps avant, notamment dans des pays éloignés où il y a un décalage horaire, il faut s'acclimater, où là, effectivement, on est tributaire de la nourriture locale. Et comme tu dis, ça se prépare en amont aussi. entièrement d'accord. Moi, j'avais une question, puisque c'est souvent le cas des jeunes qu'on a chez nous et qui, pas plus tard que les dernières compétitions, arrivent en vomissant, enfin vomissent après leur effort. Qu'est-ce que tu recommandes pour des courses qui sont enfin, relativement tôt le matin,
voilà, style 9 heures ou 10 heures, et ça veut dire qu'il faudrait se lever à 4-5 heures Hmm. du matin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus envisageable pour conseiller donc Si, aux bien sûr, non, athlètes? mais ta réponse, elle est hyper intéressante parce que c'est vrai que tu as pas mal d'athlètes, alors bon, pas forcément jeunes, mais majoritairement jeunes, hein, qui vont nous dire vouloir privilégier leur temps de sommeil, ce qui se comprend parfaitement. Ce qui sous-entend que bah, si la personne décide, enfin, ou est en capacité de se réveiller uniquement 1 heure avant le début de son échauffement, c'est évident que si à ce moment-là, en fait, elle réalise un petit déjeuner complet tel qu'elle a l'habitude de faire, bah, ça va plutôt être un facteur, enfin en tout cas, ça va plutôt s'avérer délétère que bénéfique. Donc, ce que l'on peut conseiller à ce moment-là, en tout cas moi, ce que je peux conseiller, c'est non pas de faire un petit déjeuner, alors c'est déjà d'anticiper cette stratégie. C'est-à-dire de se dire, OK, très bien, vu que je ne vais pas avoir un repas complet le matin, parce que, encore une fois, je préfère privilégier le sommeil, ce qui tout à fait peut s'entendre, bah, ça veut dire que je vais essayer de majorer mon apport glucidique la veille au soir déjà, hein. Et je dirais même de majorer mon apport glucidique J-3 via l'utilisation, encore une fois, de boissons de maltodextrine. Ça peut aussi être intéressant. Ensuite, la stratégie du jour J, elle peut ni plus ni moins consister à mettre en place d'entrée de jeu l'utilisation d'une boisson énergétique. C'est-à-dire que l'athlète va se réveiller et même 1 heure avant son échauffement, sachant qu'il a déjà optimisé ses stocks en glycogène les 3 jours, voire les 4 jours avant son épreuve, eh bien, il va d'entrée de jeu prendre une boisson énergétique, à savoir une boisson glucidique, tout simplement, hein. Et alors, s'hydrater avec de l'eau, bien évidemment, une eau plate, parce que prendre qu'une boisson glucidique, parfois, au niveau du goût, bon, c'est pas forcément idéal. Donc, c'est toujours bien d'avoir une seconde boisson, pardon, d'eau plate pour venir rincer la bouche, en tout cas. Mais très rapidement, commencer avec en fait, des petites rations d'attente, c'est-à-dire que grignoter, tout simplement. Grignoter, et ce jusqu'au début de l'échauffement et jusqu'au début de l'épreuve. Donc, c'est vrai que la boisson énergétique, elle est intéressante dans ce type de stratégie. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, parce qu'on entend pas mal maintenant qu'il faut quand même plus déjeuner salé que sucré, parce que justement on évite un peu les pics voilà, d'hypoglycémie réactionnelle, surtout quand on n'a Bon, pas glycémique. mangé pendant plus de 12 heures. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sucré, 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 entre guillemets, et effectivement, bah, les hypoglycémies, ça fatigue aussi. Donc, on n'est pas forcément au top aussi quand Alors, on prend beaucoup attention, de les sucre. hypoglycémies, c'est que pour le coup, le repas est pas équilibré. Une hypoglycémie réactionnelle elle n'a pas raison d'être si le repas, je veux dire, enfin, contient des glucides majoritairement, on va dire, complexes, c'est-à-dire lents aussi, hein, à savoir qu'il est réalisé à base de céréales, en l'occurrence. Il n'y aura pas d'hypoglycémie réactionnelle. Dans le cas présent, l'hypoglycémie réactionnelle, c'est un phénomène qui va se produire suite à une ingestion massive d'un seul et unique sucre, d'accord, euh, et qui va se traduire par justement un pic glycémique extrêmement important qui fait suite à l'ingestion justement massive de ce sucre. Et il va y avoir donc voilà, une sécrétion d'insuline conséquente qui va engendrer en réponse à une hypoglycémie réactionnelle qui va généralement se produire 30 à 40 minutes après. Moi, je dirais que la notion de petit déjeuner sucré versus salé, la grande différence, et pourquoi j'irais dans ton sens, Laurence, et pourquoi je conseillerais le salé du sucré, c'est pas par rapport à l'apport glucidique, c'est par rapport à l'apport protéinique. Généralement, un apport glucidique, un petit déjeuner glucidique, c'est un petit déjeuner qui est relativement pauvre en protéines. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est sportif, on a un besoin protéinique qui est majoré par rapport à une personne sédentaire. Et si le petit déjeuner ne contient pas suffisamment de protéines, c'est-à-dire aux alentours de 0,3 g par kilo de poids, eh bien malheureusement, les repas qui vont suivre ne vont pas pouvoir corriger ce déficit protéinique. In fine, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que
l'athlète ne va pas pouvoir valider pleinement le travail physique qu'il réalise quotidiennement au niveau musculaire. Donc, ce n'est pas tant par rapport à l'apport glucidique, c'est plutôt par rapport à l'apport protéinique. Ok. Il y a une question sur les bicarbonates. Les picards. Pour les efforts à composante lactique, est-ce qu'il y a un intérêt Bien à sûr. prendre du bicarbonate de sodium? Ah oui. Alors aujourd'hui, le bicard, au niveau mondial, 90% des athlètes prennent du bicarbonate, très précisément à partir donc du 400 mètres et jusqu'aux 3000 mètres. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait qu'il va y avoir une plus-value certaine sur ce type d'effort. Encore une fois, et j'insiste, 400, 3000. Cependant, il y a aujourd'hui une tolérance quant à l'utilisation du bicarbonate, donc avant la course, sur les épreuves de 5000 et de 10 000 mètres, mais les épreuves de championnat. C'est-à-dire ce sont des épreuves qui ne sont, enfin, qui sont pas des épreuves au train, c'est des épreuves où il va y avoir pas mal de changements, vous savez, d'allure, et qui vont engendrer en fait des pics de lactatémie. À ce moment-là, le bicard, en tout cas l'utilisation du bicard, pourra se justifier. Cependant, encore une fois, aujourd'hui, on préconise le bicard du 400 au 3000. C'est la raison pour laquelle utiliser du bicarbonate au marathon, sur un marathon ou un semi-marathon, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt, en tout cas scientifique et physiologique. Pour ce qui est du protocole, le protocole aujourd'hui, c'est 0,3 grammes, au même titre que les protéines, 0,3 grammes de bicarbonate 2 heures avant l'heure de l'épreuve. Voilà. Est-ce que j'ai été complet sur ce sujet-là? On pourra en parler plus longuement, j'en conviens. Mais là, encore une fois, on est vraiment aussi dans le haut du panier, dans le pic de cette pyramide. Le Bicard aujourd'hui, c'est 2-3% d'optimisation de la performance. Ça, vous allez me dire, c'est loin d'être négligeable, j'en conviens. Mais c'est lorsque déjà, en amont, on maîtrise tous les fondamentaux et tout ce qui tourne autour voilà, vous voyez, de la compétition. Est-ce que tu peux juste compléter peut-être par justement les électrolytes, parce que même si voilà, les bicarbonates concernent le haut niveau, les électrolytes, c'est peut-être intéressant quand même, voilà, dès un niveau de performance nationale ou Oui, tout à fait. Alors, l'utilisation des électrolytes, c'est vrai qu'elle est intéressante. Les bicarbonates sont des électrolytes, mais pas, donc, mais pas les seuls, bien évidemment. Les électrolytes, par définition, on va retrouver tout ce qui est potassium, sodium, magnésium, d'accord? Et ils ont un réel intérêt, notamment lorsque l'activité se déroule à une température extérieure supérieure à 25 degrés. Et d'ailleurs, je conseillerais l'utilisation, je veux dire, de façon quasi systématique lorsque vous vous entraînez à des températures supérieures à 25 degrés. À savoir, ce sont des températures qui, par définition, vont engendrer justement des pertes hydriques forcément majorées, d'accord? Et qui dit perte hydrique dit perte électrolytique également. Donc, pour compenser d'une part la perte en électrolytes, bah, c'est intéressant d'avoir une boisson qui en contient, d'une part. Et d'autre part, une boisson qui contient des électrolytes permettra aussi de se déshydrater moins rapidement. Donc là aussi, c'est assez intéressant. On peut aussi utiliser les électrolytes à des fins de se réhydrater le plus rapidement possible. On voit qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait à l'occasion de stages, notamment de spécialité, eh bien, on fait des tests urinaires de façon quotidienne chez nos sportifs, où on va évaluer leur taux d'hydratation. Et eh bien, on peut être amené justement à corriger leur hydratation en utilisant des électrolytes. Et ce, même si leur activité ou le stage ne se réalise pas dans un climat dont la température est supérieure à 25 degrés. Donc, ça permet non seulement voilà, de corriger un état de déshydratation, de maintenir un bon état d'hydratation et enfin de corriger forcément un déficit électrolytique en lien avec une déshydratation importante. Ok. J'ai encore deux questions. J'ai vu une question importante qui est passée, les bicards post-effort, c'est ça? Est-ce que tu l'as vu celle-ci, Laurence? Euh, non. C'est la dernière, je pense. La dernière, c'était ce que tu as dit là sur l'utilisation des bicarbonates pour les efforts à forte composante lactique. Mais là, c'était
Vas-y Magali, puisque tu as ouvert Ouais, ton micro. ouais, bonsoir. Oui, la question c'était dès le début de la présentation, tu nous as parlé en fait de l'acidification du corps après des efforts, etc. Oui, Et oui, donc, du coup, pour repasser, pour éviter enfin la corriger, bien revenir sûr, à un pH à peu près correct, neutre. bien sûr. Du coup, tu dis que le bicarbonate va être utilisé surtout pour les efforts entre 400 et 3000 pour compenser l'acide Oui. lactique qui s'est stocké, et je comprends. Mais malgré tout, l'acidification après un long effort, elle est aussi importante. Et du coup, à ce moment-là, on n'utilise pas de bicarbonate. Alors, c'est pas recommandé. Comment je le justifie? Rebazéifies, ouais, ou rebazéifies ton corps Ouais. après un long effort. Ben, c'est-à-dire que, non, non, mais tu as raison, et elle est très pertinente, hein, ta remarque, dans le sens où, bien sûr que les bicarbonates post-effort sont hyper intéressants. C'est une évidence. Parce qu'on les utilise avant l'effort, justement, à des fins de tamponner cette acidose métabolique, hein, en lien avec l'exercice physique. Et il est évident que des athlètes qui vont utiliser du bicar avant l'effort sont des athlètes qui vont vous dire à l'unanimité qu'ils récupèrent beaucoup plus rapidement après. Et c'est tout à fait vrai, parce que quand on ingurgite des doses aux alentours de, en moyenne de 20 grammes de bicarbonate de sodium avant une épreuve, 2 heures avant, ben c'est évident que ces 20 grammes, ils vont aussi participer à l'alkylinisation et donc à la désacidification de l'organisme après l'effort. C'est une réalité. Cependant, tout le monde n'utilise pas du bicar avant l'effort. Donc, le conseil que je peux donner sur le post-effort, et d'ailleurs, et vous verrez que les boissons de récupération, qui contiennent, comme je vous l'ai dit, des glucides et des protéines, contiennent aussi des bicarbonates. Vous verrez qu'elles sont assez riches en bicarbonates. L'avantage aussi en France, c'est qu'on a comme source naturelle une eau, et l'eau d'ailleurs la plus riche en bicarbonate, existante à ce jour, c'est la Vichy Ceinture, pour ne pas la nommer. On a donc 4 grammes de bicarbonate par litre de boisson, et c'est vraiment une boisson, en tout cas, que l'on va conseiller en guise de récupération. Et c'est Ça, c'est vraiment une simple. biodisponible? Parce qu'il y avait quand même, moi j'avais entendu pas mal de choses aussi sur cette Vichy, etc., où Non, la non, non, biodisponibilité, d'accord, ok, elle est top. Elle est elle est vraiment top, top. ok, Mais ok. encore une fois, après, il ne faut pas forcément mixer ceinture plus boisson de récup. Et ceci dit, on a vu que l'utilisation de la boisson de récupération devait être, devait se justifier, hein. On a dit que toujours post-grosse séance. Tout ça pour dire que la ceinture, cependant, peut être utilisée de façon quotidienne, hein, et systématique à la suite des séances pour justement, et de par son apport en bicarbonate, à des fins donc d'accélérer la régénération de l'organisme et la récupération. Ok, merci beaucoup. Alors, il y avait une question par rapport à des personnes. Peut-être, Caroline, tu peux ouvrir ton micro. C'est par rapport aux estomacs sensibles. Comment utiliser les gels pour éviter des pics d'hypoglycémie réactionnelle lorsqu'on a l'estomac sensible? C'est-à-dire que c'est vrai que les gels, des fois, on a du mal à les assimiler, à les tolérer parce que ça fait augmenter la pression osmotique dans l'estomac. Il faut Ouais, beaucoup boire et c'est vrai que c'est pas facile de savoir comment les utiliser par rapport à une compote vu bien que ça sûr. amène beaucoup de sucre d'un coup et aussi pour éviter d'avoir une hypoglycémie réactionnelle après. Ça, comment faire pour bien arriver à les assimiler? Parce que moi, je sais que les compotes, pour moi, c'est facile, mais Bien les sûr. gels, j'ai un peu de mal. Ben, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de la notion d'osmolarité de l'organisme. L'organisme, en fait, il a une osmolarité, alors on parle aussi d'osmolalité plus précisément, de 280 à 300 milliosmoles par litre. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, en fait, 280-300, c'est des chiffres qui sont importants dans le sens où ça, c'est la concentration, on va dire, plasmatique. Euh, pour vous dire plus simplement, une boisson qui dosée à 60 grammes de glucides par litre, c'est une boisson qui a une osmolalité de 280 à 300 mg. C'est ce qu'on appelle une boisson isotonique. Isotonique, ça veut dire qu'il a la même, d'accord, la même concentration que celle du plasma. Donc c'est une boisson qui, normalement, ne va pas engendrer, justement, de désordre digestif. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Tout ça pour dire que
Dès qu'on va utiliser un complément nutritionnel bref, oui, un complément d'effort dont la concentration sera supérieure à 280 ou 300 milliosmoles, de par justement une concentration glucidique très importante, donc supérieure à 60 grammes par litre, on prend des risques. Ok. Cette prise de risque, en fait, comme je vous l'ai dit en amont, on va la minimiser en entraînant le tube digestif à l'occasion des entraînements, de façon tout simplement à ce qu'il soit en capacité à pouvoir ingérer cette quantité, en tout cas, donc supérieure à 60 grammes par litre de glucides. C'est vraiment une question d'entraînement, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, à titre d'exemple, Kipchoge, vous devez peut-être connaître, Kipchoge, il arrive, lui, à prendre des boissons aux alentours de 100 grammes de glucides par litre. Alors, ce n'est pas le recordman. Hein. Le recordman, c'est les cyclistes, où on a des cyclistes qui montent à 120, voire Pinot qui arrivait à ingurgiter des solutions à 150 grammes de glucides par litre, ce qui est monstrueux. Mais attention, ce n'est pas naturel ça. Tout ça pour dire que ce sont des stratégies qu'il faut grandement préparer, en tout cas en amont, encore une fois, et qui vont certainement, dans un premier temps, être source d'échec ou d'inconfort digestif ou de vomissement ou d'hypoglycémie ou de crampes gastriques. Et quoi qu'il en soit, il faut continuer en fait. C'est toujours ça. L'entraînement, pour progresser, parfois on est obligé de passer par des phases compliquées. Laurence parlait tout à l'heure de vomissement. C'est pas agréable, mais c'est vrai que c'est un peu synonyme on va dire d'une séance, non, moi, je dis n'importe quoi, réussi, pas forcément d'ailleurs, mais compliqué. Donc, j'insiste vraiment sur cette notion d'entraînement du tube digestif. J'ai juste vu un mot qui va un peu dans le sens de ma réponse. Tout à l'heure, j'ai vu passer dans le chat le mot ultra-levure. Ça, c'est hyper intéressant. L'ultra-levure, c'est un probiotique. Hein, vous voyez que, et d'ailleurs, je vous en ai fait la remarque juste après mon introduction, aujourd'hui, nous, chez les marathoniens notamment, et les trailers, on leur conseille de mettre en place un mois avant l'épreuve des cures de probiotiques. En fait, ces probiotiques vont avoir pour objectif vraiment d'optimiser la tolérance digestive, de façon à ce que le tube digestif soit en capacité le jour J, malgré cette notion de stress et d'effet secondaire du stress, eh bien d'être en capacité de tolérer des doses glucidiques assez importantes et qui vont forcément être forcément bénéfiques pour la performance. Et ce que je voudrais rajouter, hein, c'est que, vous voyez, on parle souvent dans le cadre du marathon de ce mur du 33e kilomètre. Sachez que ce mur, en fait, il n'est pas du tout psychologique. Ce mur, il est ni plus ni moins énergétique et il est ni plus ni moins le reflet d'un déficit glucidique sur le plan physiologique. Alors, on va arriver dans le Money Time. Donc, une petite question, et puis après, on clôturera si vous avez, si vous voulez bien. Que recommanderiez-vous à un athlète qui s'entraîne donc sur le marathon durant la période du Ramadan? C'est, Difficile de répondre en 2 minutes à cette question. oui, je pense. Alors, pour moi, si vraiment c'est un athlète qui a, enfin voilà, bon, enfin, qui a des objectifs élevés ou pas, hein, vous me diriez, je pense que vraiment, vraiment, je lui conseille d'aller voir avant un professionnel, en tout cas, de la nutrition, de façon à ce qu'il ait à sa disposition une répartition journalière adaptée. Moi, je sais par exemple hein, que je vais grandement utiliser des produits de diététique de l'effort dans le cadre du Ramadan chez nos athlètes notamment et certains athlètes de l'équipe de France où on va utiliser notamment des boissons à base de maltodextrine. Ou alors, voilà, vous proposez et vous faire part d'une stratégie en 2 minutes, ce serait plus contre-productif qu'autre chose. Donc, je dirais que ma réponse, en tout cas, consistera à vous conseiller d'aller vraiment à la rencontre d'un professionnel
pour encore une fois avoir quelque chose vraiment de bien établi et qui, voilà, et qui répond très précisément aux exigences physiques de l'athlète, quoi, De la discipline et de la discipline. et du contexte dans Et lequel complètement. peut s'entraîner l'athlète. Est-ce qu'il travaille pas? Est-ce que à Complètement. quel moment, voilà, et puis à quel moment de l'année aussi. Je pense que c'est différent suivant la période. Cette année, c'est plutôt en hiver, mais parfois Mm. c'est bien plus décalé. Oui, tout à fait. Il y a tellement Oui. de facteurs, en fait, variés et divers, qu'il est difficile de pouvoir donner une seule unique stratégie sur ce sujet-là. En tout cas, euh, s'hydrater avec des électrolytes, c'est quelque chose que je conseille. Parce que, encore une fois, la présence de sodium va permettre, du fait qu'il y a quand même un jeûne hydrique aussi associé, va permettre une déshydratation moins rapide de l'organisme. Voilà en tout cas le conseil que je peux donner. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Voilà, je sais qu'il y aura peut-être encore des questions en suspens, mais n'hésitez pas à peut-être me les relayer par mail Avec grand et plaisir. puis je pourrai les Oui, faire suivre à Mathieu. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire aussi le distinguo, hein, comme il vous l'a dit à plusieurs reprises, entre ce qui est applicable sur du niveau régional et puis après quand on va monter en compétences et qu'on met tout en place, c'est les petits plus qui peuvent être ajoutés avec certaines stratégies. Pas mettre la pyramide à l'envers. Et puis voilà, en tout cas, comme tu le disais aussi, il faut mettre en application, hein, donc n'hésitez pas à relayer certains petits conseils, même si ça vous paraît basique, mais il y a encore trop d'athlètes qui font des erreurs alimentaires, que ce soit avant la compétition ou pendant, quand il y a série finale ou quand on a une épreuve, voilà, comme les épreuves combinées avec plusieurs épreuves qui se combinent. Donc, plus on sera de personnes à relayer les messages, plus peut-être on fera modifier certaines habitudes alimentaires qui parfois tiennent bon parce que justement, c'est compliqué parfois de trouver voilà, des aliments aussi qui sont pas chers et qui sont aussi de qualité. Ça aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais euh, c'est aussi parfois un luxe de bien manger maintenant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, prochain rendez-vous donc dans quelques semaines sur la prépa physique. Donc, prépa physique à la musculation, hein, c'est l'idée comment passer de l'un à l'autre, notamment chez les jeunes athlètes. Voilà. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons championnats de France de cross pour ceux qui seront sur le cross set ce week-end. Et puis, Mathieu, à bientôt. merci à vous. Donc, je communiquerai en tout cas mon topo à Laurence et avec la possibilité que Laurence puisse vous la communiquer. Voilà, tout Avec simplement. plaisir. Merci Merci à beaucoup. vous. À bientôt. Bonne Au revoir. soirée.